j'avais remis les piles, bref, j'avais chargé, etc. Et quand je l'ai retourné pour enlever la bouteille de gaz, d'un coup, il est parti direct dans mon œil. Aïe, aïe, Donc, aïe. truc qui était un grand brûlé, où il lui manque des doigts, etc. Et qui a trouvé un mécanisme pour pouvoir faire ses tractions. Et moi, limite, bon, je vais pas dire que j'ai dédié ma vie à ça, mais moi, je fais des tractions presque tous les jours, frérot. Dans les endroits où la pauvreté, elle est quand même assez présente. Tu le vois que c'est plus facile de manger n'importe quoi. Moi, ils se comparent à moi. Il y a des gens qui se comparent à moi alors qu'ils ont une année de pratique. Donc en plus, à cette compétition, ils ont attrapé un mec. Le premier, il avait triché, il était dopé. Nous, en France, là, il y en a un qu'on est tous persuadés qui triche, mais tu veux lui dire quoi? Il n'y a pas de contrôle antidopage. Moi, je ne me dope pas. Je suis naturel, j'ai juste travaillé. Normalement, ce genre de truc, ça ne doit pas m'énerver. Je suis en mode, si tu veux, t'es dopé. Parce que c'est ça qui revient assez souvent, puisque dès que tu fais un truc un peu au-dessus de la norme, bon, on va te dire que tu triches. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Verso, l'émission à deux faces. On nous pose 5 questions dites de surface et 5 questions où on rentre bien plus en profondeur. Aujourd'hui, je reçois un champion du monde de streetlifting, un homme fait d'adamantium, Ludovic. Comment tu vas? Ça va, et toi? Ça se passe? Tranquille. Dis-moi, t'as le record du monde à la traction lestée, encore aujourd'hui? C'est ça, oui. À combien? À 120. Bon, il a été battu, mais pas officiellement. C'est-à-dire? Maintenant, dans notre sport, il est possible de battre le record du monde uniquement pendant les championnats du monde. Donc, quand tu fais un record du monde en dehors, c'est une officielle. Voilà, c'est tout. Donc, il y a un Italien, je crois, un jeune en plus, qui a réussi à faire une chin-up du coup à 120,05. Chin-up, c'est-à-dire Donc, quoi, genre? Pronation, donc Ok. c'est pull-up. Ah, Donc, ok. moi, c'est comme ça que je tire. Et puis, tu as chin-up où tu as vraiment les pouces à l'extérieur. Ok, incroyable. Et du coup, lui, pas validé pour un record du monde. Pas validé parce que pas au championnat du monde. Ok. Et donc toi, les 120 kilos, tu les as fait au championnat du monde, c'est C'est ça? ça, oui. T'as déjà fait plus à l'entraînement? À l'entraînement, non. Je me suis limité à 120. Et en compétition, j'avais pas été validé, mais j'avais tiré 122. 122, ok. Ouais. Et tu sais pourquoi ça n'a pas été validé ou... Ils avaient dit que j'avais pas passé le menton, je l'avais passé, mais bon, après, tu vois, c'est... Le jugement, c'est toujours un peu pile-poil, puisque du coup, j'étais pas très franc, mais ça se voyait quand même, et ce jour-là, je sais pas, ils étaient pas avec moi, ils m'ont pas Il n'y validé. a pas de VAR hein, dans ce sport? Normalement, il y a des VAR, et Ok. sur la VAR, tu vois que je la valide, mais bon, après, t'as vu, moi, j'aime pas trop... J'aime bien quand c'est clair, et je laisse le doute, et si l'arbitre, il décide que je vais pas les forcer, ça sert à rien, tu vois. Ouais, c'est sa décision, tu la laisses Exact. comme elle est. Ok. Ouais. On va pas Et- bouder. Tranquille. Et mis à part cette performance-là, t'en as d'autres? Que ce soit sur le squat, le muscle-up, les trucs Bah, comme en ça, t'as soi, combien à peu près? J'aime bien les sports de force. Moi, je suis coach sportif aussi. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de développer mes qualités physiques. Donc, j'essaye de le faire sur tous les mouvements que j'apprécie. Donc, je me limite pas aux mouvements de mon sport. Je touche un peu tout. Et donc, ouais, j'ai des performances en développé couché. Par exemple, mon max, c'était 190. J'ai un squat où j'ai fait 242 en maximum en compétition. J'ai quoi d'autre? J'ai un dips à 160. J'ai un muscle-up à 45. J'ai un soulevé de terre à 290. Bref, un peu tous les mouvements de force. En vrai, je m'y suis essayé. Et dans tous ces mouvements, t'as pas de record? Parce que c'est énorme. Un muscle-up à 45 kilos, c'est un truc de fou pour moi. 45 kilos, si j'arrive à le faire ce dimanche, ce sera un record de France. Ok. Et c'est un record du monde, du coup, non officiel, puisque le record du monde, je crois qu'il est à 44, en moins de 94 kilos. Ok. Et à l'entraînement, tu l'envoies le J'ai 45? réussi la semaine dernière, Ok. j'ai bien monté, donc On j'espère espère, on espère. j'espère que je serai en forme. On espère, on espère. Et c'est un truc à prendre en compte, ça. Faut être dans son bon jour aussi, non? Ben, c'est même pas qu'il faut être dans son bon jour. Il faut tout préparer pour arriver le jour J au top niveau. Et c'est ça qui est dur, en fait. C'est facile, entre guillemets, de faire une performance quand le jour où tu te sens bien, ah, je me sens bien, je monte et puis je vois jusqu'à où ça monte. Mais par contre, arriver le jour J, ça, c'est un travail, on va dire, plus poussé de coach, où tu vas préparer un athlète pour que, à son échéance, à son examen, à n'importe quoi qu'il a préparé, il puisse arriver et valider ce qu'il a à faire. Ok, bon, on va y revenir juste après. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous parles déjà de ton œil. Parce que je pense que ça doit t'impacter aussi, je pense, dans ton sport ou pas du tout. Franchement, ça m'impacte dans rien. Ok, Mis à part, il y a un truc, c'est l'angle mort quand je conduis. ok. Donc, je t'ai vu, je suis motard. Bon, là, en ce moment, j'ai plus de moto, mais de base, je suis motard. Je conduis aussi. Et du coup, ouais, effectivement, pour l'angle mort, je suis obligé de forcer un petit peu. Mais sinon, mis à part ça, franchement, rien. Et aussi, j'ai du mal à attraper les choses. Donc, si tu me jettes une balle, il y a des chances pour que... Tu la vois pas?
c'est pas que je la vois pas, Ok. parce qu'en vrai, tu as vu, avec un seul œil, mon champ de vision, il est quand même très large. J'ai pas forcément besoin de tourner la tête pour voir là-bas, tu vois. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que les distances et tout, des fois, c'est un peu compliqué. Donc Ok. si tu me jettes un truc, des fois, souvent, j'ai un peu de mal. Ou alors, tu vas me passer un truc, tu vas me le tendre comme ça, et je vais essayer de le prendre, mais des fois, je suis à côté, tu vois. Ok. Mais c'est tout. Mis à part ça, Ça n'a pas joué sur ton équilibre, je sais pas, sur le muscle up non, pas du ou tout. des Franchement, problèmes de non. profondeur. Non. Ça va, ok. Et le chirurgien, la première fois que je suis allé à l'hôpital, pour après mon accident, il m'a dit, t'as vu, on vit très bien d'un œil, parce qu'il a vu que j'avais bien tout cassé, donc il m'a dit, t'inquiète pas, on vit bien d'un œil, tranquille. Et ça s'est passé comment, honnêtement, pour les gens qui savent pas comment tu t'es Accident fait bête, ça? hein, j'avais organisé un paintball avec des potes à moi, donc j'avais acheté un paintball pour l'occasion, puisque je m'étais dit, vas-y, on y va assez régulièrement quand même, donc je vais éviter de à chaque fois louer le matériel, etc. Donc j'en ai acheté un, mais il était très sensible. Et du coup, je tirais par la fenêtre pour le roder, j'avais remis les piles, bref, j'avais chargé, etc. Et quand je l'ai retourné pour enlever la bouteille de gaz, d'un coup, il est parti direct dans mon œil. Aïe, aïe, Donc aïe. truc de con dans ma cuisine, t'as vu, accident bête. T'as dû ressentir une douleur de fou, non? Ah, c'est un truc de Franchement, fou. La pire c'était douleur de c'était ta vie ou costaud. pas? Non, même pas. J'ai eu la pire récemment, là. Mais Ok. pour le coup, non. Ça fait très très mal, ouais. Je suis allé voir dans le miroir. J'ai essayé d'ouvrir, parce que ça a gonflé direct. Et j'avais l'impression de voir. Donc je me suis dit, vas-y, j'ai un gros cocard, je vais aller me coucher, ça va passer. Donc je suis allé dormir. J'ai réussi à dormir à peu près 1 heure. Et quand je me suis réveillé, j'étais en vrac. J'ai appelé un pote, il est venu me chercher, il m'a déposé au 15-20. Et tu penses que c'est ça qui a joué sur le fait que t'as perdu ton œil? C'est Non. 1 heure là où non, il était déjà mort l'œil? Bah en fait, le truc avec l'œil, quand il y a du sang dedans, c'est ils n'ont pas de visibilité pour t'opérer. Donc ils sont obligés de te donner des gouttes, etc., pour que le sang parte et pour ensuite pouvoir opérer. Et dis-toi que moi, ils n'ont même pas attendu que le sang parte totalement, puisque sinon j'allais le perdre quoi qu'il arrive. Donc ils m'ont opéré plein de fois, donc ça a été très compliqué. Et je crois qu'ils m'ont fait 4 ou 5 opérations. Et puis après, au bout d'un moment, ils m'ont dit, t'as vu, malheureusement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. D'accord, enfin, ma rétine, elle se décollait à chaque fois. Donc ils étaient obligés de mettre du silicone dans mon œil pour qu'il appuie sur ma rétine et qu'il la laisse en place pour que ça puisse cicatriser après le laser. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, le silicone abîme la cornée. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, il abîme une partie de l'œil qui est importante. Et du coup, j'ai gardé le silicone très longtemps parce que il fallait que ma rétine, qui est le plus important, se fixe. Mais du coup, le silicone était en train d'abîmer ma cornée. Du coup, en fait, c'était que ça. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à revoir, très mal, mais je voyais. Et après, au bout d'un moment, je voyais que la vue, elle diminuait. Ça revenait un peu, ça rediminuait. Après, ils m'ont dit, vas-y, on arrête. Franchement, c'était un soulagement quand ils m'ont dit, on arrête. J'en avais marre de me faire opérer, de tout arrêter, de tout reprendre. Donc, j'ai dit, vas-y, ok, hein. Ça, c'était physiquement, mais mentalement aussi, t'avais entre guillemets laissé tomber ton œil, t'étais en mode, bon, c'est pas Bah, grave. En vrai, je commençais à m'habituer, hein. Au bout de, allez, 2, 3 semaines, je commençais à me dire, bon, t'as C'est vu, fait. c'est fait, c'est fait. Comme elle a dit, je l'ai vu que ça me gênait pas forcément dans la vie de tous les jours. Dis-toi, j'allais en moto à l'hôpital pour me faire opérer des fois. Donc, Ah ouais. j'arrivais à faire mes trucs, ça me dérangeait pas. J'avais juste des migraines, donc ça, c'était plus compliqué. En plus, je suis quelqu'un qui a jamais de migraine. Donc là, pour le coup, j'ai découvert les migraines. Et sinon, non, tranquille. Franchement, j'étais vite passé à autre chose et ça m'a plus saoulé de refaire des opérations, refaire, puisque il y avait une chance de le sauver. Donc je pouvais pas dire, vas-y, moi j'en ai marre, laissez-moi tranquille. Donc j'y allais, mais à chaque fois, c'était, du coup, tu arrêtes le sport pendant 2, 3 mois, tu reprends. Quand tu reprends, ça commence à aller mieux, ils disent, l'œil, ça va pas, donc on arrête. Donc j'ai fait presque 1 an et demi, 2 ans comme ça. Et puis après, ils m'ont dit fin, j'étais content et j'ai repris mes activités normales. Ok, t'es passé à autre chose après. Ouais, tranquille. Ok. Et toi, dans ta discipline, t'es considéré comme quelqu'un de normal, pas. Ouais, En oui. gros, ouais, De normal. toute façon, notre Ok. discipline, elle est émergente, tu vois. Il y a même pas encore de senior ou de master. Ils sont en train de le mettre en place. Donc, il y a encore moins handicapés. Et en plus, Toi, tu te considères comme quelqu'un de normal, en vrai de vrai. j'ai juste un œil en moins, tu vois. Pas mal. Si j'avais perdu un bras ou un truc, je t'aurais dit, ouais, effectivement, c'est compliqué. Ah, Par exemple, il y avait un petit jeune qui est venu du Canada, qui était un grand brûlé, où il lui manque des doigts, etc. Et qui a trouvé un mécanisme pour pouvoir faire ses tractions, etc. Et s'entraîner en street parce qu'il aime ça. Lui, oui, à la rigueur, mais moi, ça change rien. Physiquement, en tout cas, ça change rien. Bah ouais, de toute façon, on a vu 160 kilos le dips, le Normalement, muscle ça 40. va. Normalement, ça va. J'ai prouvé, je suis apte. Imaginez avec un deuxième œil, hein.
Restez tranquille. Bah, il y en a 2-3 qui m'ont fait des légendes. Ils m'ont dit, t'as vendu ton œil pour avoir de la force. Mais laissez-moi tranquille. Ouah, ils sont partis dans le complot. Laisse tomber. Sur TikTok, tu connais, les gens essayent de faire des blagues. Et puis après, c'est le surenchère, donc laisse tomber. Les gens, ils abusent. Mm. Ah là là, bon, en tout cas, moi, je vais t'expliquer le concept de l'émission. Déjà pour les gens Ok. qui n'ont pas l'habitude de nous écouter ou pour toi même. Devant nous, il y a un livre posé sur une plaque pivotante. Ce livre a 2 faces, une face blanche et une face noire. Sur la face blanche, je vais te poser 5 questions pour apprendre à te connaître tranquillement. Mais à mi-chemin, le livre pivote et on passe sur la face noire, le verso de l'émission. Là, je vais te poser 5 questions beaucoup plus clivantes. On va vraiment rentrer en profondeur, tu vois. Ok. Déjà, explique-nous ce qu'est le street lifting et comment tu as commencé. Alors, le street lifting, c'est une discipline de force où on va venir rajouter du poids au mouvement de base de set and rep du street workout. Donc, on retrouve le muscle up, la traction, le dips et le squat, qui a été intégré un peu plus tard, mais pour moi qui est essentiel pour être complet tout simplement, hein, avoir un bas du corps autant que le haut du corps. Et du coup, on a 3 essais en compétition sur chacun des mouvements. Il faut faire le plus gros total possible, donc ils vont additionner les essais validés avec la charge la plus lourde, et puis ça te fait un total, et puis celui qui a le plus gros total gagne. Il y a des catégories de poids, il y a des catégories hommes, femmes aussi, et puis voilà, hein, c'est une belle discipline, je vous conseille d'essayer. Une fois que vous avez les bases, bien sûr, en street workout, puisque c'est juste une façon d'augmenter la difficulté. Tout comme en musculation, tu aurais fait un développé couché à 50, bah, comme j'y arrive à 50, maintenant je fais 55, puis après 60. Bah, nous, on a poussé le street workout, on est arrivé à des 30, 40 reps en traction, puis on s'est dit, et en dips, on s'est dit que on allait rajouter une difficulté par l'intensité, la charge, et ça a donné le street lifting. Et à l'époque, on avait aussi des formats où c'était vraiment endurance de force, donc où il fallait faire un maximum de répétitions avec une charge donnée. Donc sur le muscle up, c'était souvent 10 kg, donc maximum de muscle up avec 10 kg, maximum de traction avec 32 kg, et maximum de dips avec 48. À l'époque, on avait ça aussi. Ok, et celui qui faisait le plus de répétitions, et ben. L'emportait. Ok, incroyable. C'était bien strict, il fallait prendre le temps entre chaque répétition, il y avait du dead stop, donc c'était pas mal aussi. Je voyais les vidéos passer sur les réseaux, ouais, c'est un peu street, hein, c'est le street lifting en vrai de vrai. Il y a Ouais, du c'est monde ça. tout autour. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et dis-moi comment t'as commencé? Du coup, moi j'ai commencé par la musculation. Il y a beaucoup de monde qui ont commencé plutôt par le street et après qui sont partis. Moi, j'ai vraiment commencé à la musculation à 20 ans à peu près. Et je faisais déjà beaucoup de traction. Donc, ça a duré pendant 5-6 ans où j'ai commencé à me lester tranquillement, mais moi, je ne connaissais pas la discipline. Et j'ai rencontré la SWAT Team, qui est mon équipe actuelle, et Nico, le fondateur, donc celui que tu vois courir partout dans la salle, faire des muscle-up. Bon. Donc Nico, et il m'a dit, ouais, tu as du potentiel, il y a un sport qui s'appelle comme ça, où il faut faire ça. Et ce jour-là, il m'avait dit, essaye de faire un maximum de traction à 32, on fait ça en compétition. Donc j'avais essayé, j'avais fait 17, et 17 apparemment c'était déjà très proche des meilleurs. Donc il m'a dit, t'as vu, il y a une compétition cet été, si tu veux, viens, je t'explique un petit peu, je te montre les gens sur les réseaux, machin. J'ai fait ma première compétition et puis après j'ai rejoint l'équipe. Et c'est comme ça, au final, ils m'ont corrigé sur les mouvements, parce que je maîtrisais déjà quasiment tous les mouvements, mais je prenais pas forcément de plaisir dessus. Par exemple, le dips, j'aimais pas du tout ça, donc j'avais beaucoup de retard. Ok. Et puis après, traction, j'en faisais beaucoup, donc c'était pas un problème, j'étais déjà à jour. Et puis muscle up, fallait corriger la technique, parce que je les faisais, mais l'objectif c'était juste d'arriver au-dessus de la barre, alors que nous, il y a vraiment une qualité de mouvement qui est demandée, une beauté du mouvement aussi, il faut que ça ait l'air le plus simple possible, sans qu'on ait l'impression qu'il y ait des compensations, donc les genoux ou autres. Donc voilà, et ouais, je me suis mis, j'ai pris goût, et puis voilà. Je sais pas si c'est toi qui avais posté sur les réseaux, à l'ancienne, tes répétitions, vraiment, Ouais. c'est toi qui les avais Ouais, postées? j'avais fait. J'avais vu, et t'avais déjà, tu sais, c'est pas aussi propre qu'aujourd'hui, tu sais, tu prenais des poids bien droits, je me rappelle, t'avais pris une chaîne, t'avais plein de poids entre les jambes, c'est ça. et tu tirais. Après, d'année en année, on a eu du meilleur matos, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait des kettles de partout, on se débrouillait. On allait au parc avec beaucoup de matos. Nico, il avait du matos. Il avait créé son association, donc la SWAT. Donc il avait plein de matos, et puis il nous le ramenait, on s'entraînait dehors. C'était une très bonne époque, c'était cool. Puis on s'entraînait à la dure, donc ça a formé des gros athlètes. Ça a forgé. Ouais, c'est ça, exact. Moi, j'ai besoin de savoir, s'il te plaît, faut que tu m'expliques comment c'est possible d'avoir un physique comme le tien. Et moi, de ce que j'ai vu dans des vidéos, t'as pas de jet. Ouais. Entre guillemets, tu manges une fois par jour des fois. En fait, moi, je suis un peu particulier parce que je pars du principe où mes parents, j'ai eu de la chance, ils m'ont très bien éduqué sur ça. Il n'y avait pas de grignotage, il y avait des heures pour manger, on mangeait en famille. Ça veut dire que
j'avais un cadre déjà. Et ce cadre-là, je l'ai gardé. Comme tout le monde, les premiers salaires, etc., on a fait beaucoup d'excès, on allait manger dehors, etc. Mais déjà, je grignote pas. C'est-à-dire que moi, quand je mange, en fait, je mange quand j'ai faim. Ok. Donc, je me réveille, si j'ai faim, je mange. Donc, ça m'arrive de faire des petits déj, surtout quand je me dis, en vrai de vrai, c'est le moment d'être un peu plus sérieux. Donc, vas-y, je prends un petit déj, je mange quelques œufs, etc. Mais en soi, moi, ma philosophie de ça, c'est de ne pas me priver. Je mange quand j'ai faim, j'arrête de manger quand j'ai plus faim, et je remange quand j'ai faim. Voilà. Simple que ça. Voilà. Et à côté de ça, bien sûr, ben, j'ai mon activité physique qui dure depuis que je suis jeune au final, hein. J'ai commencé le foot, je crois, peut-être à 6 ans. Depuis, j'ai jamais arrêté le sport. T'en as combien aujourd'hui? J'en ai 35 aujourd'hui. Ok, ah ouais. Du coup, en soi, j'ai fait une dizaine d'années de foot. J'avais fait 2 ans de boxe anglaise, mixé sur la deuxième année avec le début de la musculation. Et puis après, ben, par rapport au travail, tout simplement, et les horaires décalés, c'était dur de faire un sport collectif ou un sport où vraiment il y a des horaires d'entraînement. Donc, je me suis dirigé vers la musculation, tu vois. Mais personnellement, vraiment, ce qui fait ça, c'est que ben, je suis simple. Je fais juste les choses le mieux possible. J'ai quand même une bonne hygiène de vie parce que ben, je vis chez ma mère actuellement. J'ai toujours vécu chez ma mère. Elle fait elle fait à manger équilibré, sain. Donc après, c'est dehors que je vais chercher mes bêtises. Mais en soi, je mange assez sainement dès que je mange chez moi. Et puis surtout, ben, comme je t'ai dit, mon activité physique fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai très peu de gras. Donc déjà, je ne suis pas limité par rapport à ça, puisque bah, faut savoir que le gras, ça empêche certaines hormones de passer. En tout cas, c'est plus compliqué, donc pour la satiété, etc. Et en fait, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Plus tu es gras, plus tu vas manger, plus ton estomac va être gros aussi, etc. Donc moi, j'ai pas ça déjà, donc en point faible, on va dire. Et en point fort, j'ai le fait que je suis très musculeux. Donc moi, en vrai de vrai, si je dois faire une image, je suis une Ferrari. Tu Quand brûles. tu vas à la pompe toutes les 2 minutes, tu vois. Alors que quand tu es une Clio et que tu consommes comme une Ferrari, ben frérot, tu vas finir en espace, tu vois. Ah, je suis Donc du coup, c'est ça. en Renault Espace, hein. Ok. Ok, ok. Et mais toi, t'avais une génétique de maigre entre guillemets quand J'étais t'étais très plus jeune? maigre, ouais. Très Je maigre. courais très vite, donc j'étais explosif. Donc c'est une qualité que j'ai toujours gardée, tu vois. Mais ouais, j'étais super fin. Je jouais au foot, j'étais comme ça. Ok. Et tu calcules pas tes calories, toi? Tu manges ce qu'il y a à Non. la maison. La seule fois où j'ai calculé mes calories, c'était avant mes championnats du monde. Du coup, j'ai fait le record du monde en 2023, puisque j'étais en équipe avec Baki. Je pense que tu vois Ouais, c'est ouais, bien qui. sûr, bien Et sûr. du coup, ben, en fait, Baki, comme on avait Strength Vision en commun, on voulait faire double champion du monde. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas être double champion du monde dans la même catégorie. Donc je l'ai laissé la catégorie lourde, puisque naturellement, il est plus lourd que moi. Et puis moi, je suis allé en moins de 87, donc j'ai dû perdre du poids. C'était un peu chiant, je te mens pas. Mais c'était une expérience. Au moins, je l'ai fait une fois, tu vois. Je le referai plus, clairement. Mais c'était cool et voilà, hein. Ok, et vous l'avez fait, double champion du monde? Non, malheureusement, Ça s'est non. passé comment? Alors, ça s'est passé que aucun de nous n'a été champion du Oh monde. Baki, il non! a perdu son titre, puisqu'il était double champion du monde, justement. Donc, il a perdu son titre contre un Italien qui est juste monstrueux. T'as vu, il n'a pas démérité, hein, mais c'était n'importe quoi, tu vois. Ok. Et encore, il prend les 3 records du monde, je crois. Donc, muscle up, traction et dips, Sur la même compétition? il me semble. Peut-être pas dips, mais en tout cas, muscle up, traction, il me semble qu'il prend le record du monde. Par contre, sur le squat, l'autre, il était trop au-dessus. Donc, il a rattrapé, et voilà. Du Et du monde. coup, ben, on n'a pas fait champion du monde, pas du tout. Moi, je suis arrivé troisième. Je me fais passer dessus, devant plutôt, sur le dernier squat, parce que c'est un Allemand qui avait un très gros squat. Il a un peu joué sur les règles, il a changé sa barre au dernier moment, quand il a vu que moi, j'ai raté ma barre. Et puis après, il est passé deuxième. Mais bon, moi, je voue pour la gagne, tu vois. Je pouvais pas gagner, malheureusement. Pareil, c'était un Espagnol, Péré, qui est monstrueux, qui me up 50, qui est plus de 50 kilos. En traction, il est presque aussi fort que moi, à peu de choses près. En plus, il est plus propre que moi, je trouve. T'as vu, moi, j'ai les jambes qui ont tendance à trembler un petit peu. C'est pas Mhm. forcément un kick, Mhm. mais t'as vu, c'est nerveux, ça se contracte. Et du coup, visuellement, c'est moins beau. Eux, ils arrivent vraiment à garder Net. l'engagement et à être net, tu vois. Donc, quasiment mon niveau en traction, ou à très peu de choses près, si on fait le ratio technique, propreté du mouvement. Donc, je crois qu'il avait fait 116 ou 115 et moi, j'avais fait 120. Et après, j'étais un peu meilleur que lui sur le squat, mais sur le dips, il est monstrueux aussi. Je crois qu'il a dipsé 180 et moi, j'étais à 140, donc il y avait une bonne marge. Donc voilà. Ok. J'ai fait troisième et Baki deuxième. Ok. Et bah là, déjà, tu nous as parlé de la jet. Moi, je trouve ça incroyable déjà d'avoir tes perfs et entre guillemets pas pousser les curseurs au maximum sur la jet.
Mais sur les entraînements, toi, tu as commencé comme tout le monde, un peu n'importe comment. Et après, tu t'es cadré ou ça s'est passé comment Non, sur j'ai les toujours programmes? eu un cadre. Ok. Après, c'était dur au mal quand même. On va pas se mentir. Mais comme j'étais déjà sportif derrière, en vrai, c'est ça que j'appréciais. C'est comme ça que j'ai aimé m'entraîner, en tout cas pendant une longue période. Mais moi, j'ai commencé la musculation avec tous mes potes. C'est-à-dire qu'on était une dizaine, il y avait une salle de sport, enfin une salle de musculation dans un gymnase à 500 mètres de chez moi. Tous mes potes, ils sont à 500 mètres de chez moi, donc on y allait quasiment tous les soirs pendant une année. Et on se la donnait, hein. C'était si tu dois faire un gros résumé, développer couché traction. Ah ouais, c'était Ah, que développer ça. couché. 10 x 10 en développé couché. Donc là, maintenant, j'ai appris avec le temps qu'un 10 x 10, c'est une méthode d'entraînement et que c'est un entraînement complet. C'est-à-dire que c'est pas sur un mouvement. C'est un 10 x 10, tu vas faire 4 séries de tel mouvement, 3 séries de tel mouvement, donc tu es à 7, et il restera 3 séries de tel mouvement, ça fait une séance complète. Donc moi, je faisais 10 x 10 au développé couché. J'ai commencé assez léger, même si j'avais déjà pas mal de force. Donc j'ai commencé à peut-être 60-70 kilos, et puis je suis monté 70, sur 80, etc. Et dès que je validais mon 10 x 10, ben, je passais à la charge supérieure. Ok. Des fois, ça prenait un mois, 2 mois, mais à la fin de l'année, j'arrivais à faire 10 repas 100 et une repas 140. Tu vois, donc en une année de muscu, c'était sympa. Ok. Et derrière tout ça, en vrai, il y avait une logique. Mais Ouais, de progressivité. ouais, Et c'est le plus exactement. important en vrai à l'entraînement. C'est ce qui manque à beaucoup de gens en salle, malheureusement. C'est que c'est beaucoup l'ego qui rentre en jeu, c'est beaucoup la charge qui décide le format de leur travail. Donc ça veut dire que c'est souvent, ils vont me dire, je mets 60 et je vois ce que je peux faire. Non, c'est je choisis un format de travail, 3 x 10, 4 x 6, 3 x 8, ce que tu veux, un format de travail. Et puis après, tu vas essayer de mettre une charge que tu maîtrises. Ça doit être facile au début. Et puis après, tu vas faire step by step et tu vas augmenter. Tout comme la course, hein, tu vas courir, tu te dis, je fais 6 km, j'y vais à allure 10, ok, 10 km/h. Et puis une fois que 10 c'est maîtrisé, bah, tu vas dire, je vais rester sur 6. J'ai décidé de rester sur 6, c'est mon format de travail. Je vais aller plus vite. 11 ou 10, 5, 11, 12. Et au bout d'un moment, tu vas te dire quoi? Bon, ok, 6 km commence à être facile, je vais pouvoir faire un format différent, ou alors je suis arrivé au bout de mon format. J'arrive pas à aller plus vite sur mon 6 km, donc je vais tout simplement choisir un autre format, repartir de plus bas pour repartir. Et c'est à chaque fois une rampe de lancement. Je pars d'ici, j'accélère, j'accélère, j'accélère. Et là, c'est peut-être le niveau où tu aurais pu commencer, mais tu serais tombé là. Alors que si tu prends tout ça d'élan, bah, tu tombes là-bas. Donc c'est pas pareil, tu vois. Ok. Donc ouais, faut pas se laisser guider entre guillemets par le poids, c'est ça que tu dis. Non, jamais. Ok. Jamais. C'est pas le poids qui choisit ce que tu fais. Ok. C'est le poids, il va être adapté par rapport à ce que tu fais. Et l'intensité, c'est toujours ça. Et ça adapte par rapport à toi, par rapport à tes capacités. Est-ce que tu es bon techniquement sur le mouvement? Si tu ne l'es pas, tu vas pas mettre lourd. Ça n'a aucun sens, tu vois. Et beaucoup de gens font ça à la salle. Tu vas aller voir faire un développé couché comme ça, remonter. Tu vas lui dire, mais frérot, tu ne fais pas le mouvement, là. Hmm. Descends jusqu'en bas. Il va dire, ouais, mais je peux pas avec ça. Bah mais moins. Tu vois, je sais pas, c'est Logique. simple. Ouais, logique. T'étais en Kabyle, mais moi. Ouais. Laisse tomber. Ah, ok. Mais t'as parlé de la compète, je crois que c'était contre un Espagnol ou Ouais, un ou Espagnol, moi. Espagnol, ouais. Et tu disais que toi, tu tremblais un peu des jambes et lui, il était net. Est-ce que pour toi, il y a une part de génétique dans tout ça, dans votre compétition ou pas du Non, tout? c'est vraiment une question de gainage. Le gainage, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le gainage. Le gainage, c'est juste être capable d'engager musculairement pour bloquer ton corps, entre guillemets. Donc, je vais gainer mon quadriceps, donc contracter mon quadriceps, ça va verrouiller mon genou, entre guillemets. Là, je peux plus bouger. Hmm. D'accord? Bah, c'est juste une question d'engagement. Ok. Et des fois, à certaines intensités, bah, naturellement, tu n'arrives pas à rester engagé, tu vois. Donc, je pense juste qu'il a un meilleur gainage que moi. Je pense même que d'après son background, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a fait de la gymnastique et autres, que naturellement, il a travaillé son gainage plus que moi. Donc, forcément qu'il est... Et par exemple, là, dans mes prochains entraînements après post-compétition, full gainage. Ah ouais. Je veux vraiment essayer de corriger ces petits défauts-là qui font que on peut encore me remettre en question certaines performances, tu vois. Alors que je sais que la force est là. C'est juste ça se dégrade parce que musculairement, je pense que je suis peut-être pas prêt à être suffisamment gainé, donc je vais travailler ce point faible. Ok. Et puis on va voir. Ok. Mais toi, tu penses qu'à ton niveau ou à votre niveau de professionnalisme, tu vois, il n'y a pas le facteur génétique? Mais toujours. Ah, toujours. Mais à notre niveau, Hmm. de toute façon, c'est l'élite, Ouais. c'est les championnats du monde. Donc on a tous une bonne génétique. Après, c'est comment est-ce que tu vas l'utiliser?
Parce que je te donne un exemple, pour moi, tout le monde va te dire « Ouais, mais avoir des grands bras, c'est désavantageux sur ce type de mouvement. Tu as plus d'amplitude. Faire un effort sur une distance plus longue, c'est plus dur. » D'accord, naturellement. Mais en vrai, si tu développes la bonne qualité par rapport à ta morphologie, bah, tu peux transformer ça en une arme plus qu'un défaut. Donc moi, je suis tellement explosif que le fait d'avoir des grands bras, ça revient sur ce que je t'ai dit de la rampe, bah, j'ai beaucoup de temps pour accélérer. Donc je suis plus fort que certaines personnes qui ont des bras plus courts et qui sont peut-être aussi explosifs que moi, tu vois. Donc toujours le même principe, oui, je suis d'accord avec toi, en fonction de, tu vas être plus adapté à certains sports, etc. Mais si tu arrives à faire une force de choses qui peuvent peut-être être un désavantage, ça peut inverser la tendance. Et après, c'est l'engagement à l'entraînement, etc. Puisque on est tous bons dans cette discipline-là. À ce niveau-là, on est tous bons. C'est qui s'entraîne le mieux, qui mange le mieux. Donc peut-être que je devrais optimiser un petit peu la nourriture, tu vois. Qui dort le mieux, qui se repose le mieux, qui est juste un sportif ou qui doit aller au charbon à 6 h du matin dans une entreprise, tu vois. Donc, c'est plein de choses qui vont faire que tu vas pouvoir te dédier à ta discipline et exceller, tu vois. Mais c'est vrai ça, tu vois, ce délire de curseur, celui qui pousse un peu plus les curseurs un peu plus loin. Vous avez tous des curseurs et celui qui pousse le plus loin, il fera plus de perfs. Mais par exemple, je vais te donner l'exemple de toi, par exemple, la jet, même si tu manges en vrai de vrai, c'est pas calculé, mais c'est cadré, tu vois. Et il y a des personnes qui, c'est calculé, tu vois, ils posent le curseur au maximum, mais peut-être que tu vas perf plus qu'eux. Ouais, mais c'est parce que je suis plus fort qu'eux. T'as vu, faut pas trop se poser de questions, je te mens pas. Au bout d'un moment, t'as vu, il faut vraiment réussir à faire la part des choses. Quand t'es compétiteur, oui, tu vas te comparer aux autres. Et tu vas faire les efforts pour être le meilleur pour le jour J, pouvoir possiblement être meilleur qu'eux. Mais si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. On va pas s'inventer une vie. T'as vu, je peux faire tout ce que je veux, je serai jamais plus rapide qu'Usain Bolt. Et je vais pas me prendre la tête. Et le problème, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde veut essayer de se comparer à l'incomparable. Je me compare pas à Messi au football. Personne au five du coin se compare à Messi au football. Bah voilà, pourquoi vous le comparez à moi? Moi, limite, bon, je vais pas dire que j'ai dédié ma vie à ça, mais moi, je fais des tractions presque tous les jours, frérot. Si tu arrives à faire un jour dans ta vie le nombre de tractions que j'ai pu faire déjà depuis que je fais des tractions, mais ça se trouve, tu seras plus fort que moi. Vas-y, fais. Mais est-ce que tu en as envie déjà? Tu vois, donc il y a des gens qui ont possiblement le potentiel de faire mieux que moi. Mais il faut avoir l'envie, il faut avoir le temps. Tu as vu, il y a plein de facteurs. C'est pas que juste la génétique. Il y a plein de gens qui ont une meilleure génétique que moi, qui ont des meilleurs leviers que moi. Mais après, est-ce qu'ils se donnent les moyens autant que moi, sur la même durée que moi? Et est-ce que vraiment ils en ont envie? Parce que tu vois bien, il y a des mecs, naturellement, ils font un truc, tu vas te dire, putain, si lui s'était mis à fond, ça aurait été une dinguerie. Ouais, bah ouais, mais il n'a pas envie. Avec des si, on refait le monde, hein, de toute C'est façon. ça. Moi, mon petit frère, il est plus grand que moi en taille, il est plus massif que moi, il fait pas de sport. Et il a trop de force. Moi, mon petit frère, je l'appelle Ngannou, gros. Vous avez une génétique de fou. Mon petit frère, il a trop de force. T'as vu, je sais plus, il avait fait un défi avec un grand de mon quartier, parce qu'il avait arrêté un petit peu... bon, il avait déjà poussé dans le temps, mais il lui avait dit, ouais, tu feras pas 170. Il lui a laissé un mois. En un mois, il a poussé 170. Mon petit frère, il a trop de force. Il fait là, il doit faire 110 kilos, il a des bras comme ça, il fait pas de sport. Il fait pas de sport? Non. Il a quel âge? Mon petit frère a 2 ans de moins que moi, donc Ok. là, moi j'ai 35, il a 33. Ok. Et sans faire de sport, il atteint des perfs comme ça? Non, il s'est entraîné pendant un mois. Ouais, mais un Mais il mois. a une force naturelle, quoi, c'est ça que je veux te dire. Mais Mais un pareil, dans une bagarre, bats-toi pas avec mon frère, c'est mieux d'éviter, tu vois. On va éviter. Ouais, tu montreras, il ressemble à quoi, on va éviter. Vas-y, je vais te montrer. Mais c'est un truc de fou. Bah là, vous avez une génétique de fou. Tu me dis un mois, 170 kilos. Attention, après, je vais Ok. pas faire la pub des Antillais, Ok. mais t'as vu, c'est pareil, en fonction de... T'as vu, une génétique, ça se transmet. Demain, si toi, tu fais tous les efforts pour, tu vas jouer sur ta génétique. Et ce que tu vas transmettre à ton fils, à ta descendance, forcément, il y aura une partie de ça. Un fils de chevalier ou un chiffre de paysan, il sera toujours plus avantagé, normalement. Après, je ne dis pas que c'est une vérité vraie, hein, mais pour moi, il sera toujours plus avantagé que le fils du libraire qui n'a jamais fait de sport de sa vie. Ok. Parce qu'il y a un... Comment dire ça? Déjà, il y a le mood dans lequel tu grandis, forcément. T'as vu, moi, on a toujours été dans une... Qui est le plus fort? Je pense que tu as vu, tu l'as connu,
c'est quand tu es les écoles ici dans le 93, c'est qui est le plus fort, qui court le plus vite, etc. Donc forcément, ça te pousse. Alors que si tu es dans un cadre où personne fait de sport, tout le monde s'en fout, c'est qui lit le plus vite, ben, tu seras peut-être le meilleur lecteur, tu vois. Donc ça joue sur ça, sur le cadre, mais ça joue aussi sur le fait que ben, forcément, c'est la... c'est ce que tes parents t'ont transmis. Et nous, tu as vu, notre île, on connaît notre histoire. On sait qu'il y a eu une sorte de... Déjà, il y a eu une étape à amener tous les esclaves jusqu'à là-bas, que c'était les plus résistants qui résistaient, qu'ils ont travaillé dur pendant des années sous l'esclavage. Donc forcément, c'est connu pour que ça soit une terre où les gens qui se mettent au sport sérieusement arrivent à exceller. D'ailleurs, je trouve que c'est très dommage que beaucoup de gens là-bas n'en fassent pas, du coup. Quand tu as un potentiel et que tu sais qu'en plus de ça, c'est presque naturel, il faut le pousser, tu vois. Ouais, c'est vrai, vous avez une génétique de fou, hein. Et Je alors, dirais pas tous, hmm. mais par exemple, il y a beaucoup d'obésité là-bas. Ça fait longtemps que je suis pas allé, mais je sais, j'en parle avec mon père de temps en temps, il y a beaucoup d'obésité. Alors qu'en vrai de vrai, il devrait y avoir des machines. Ouais. Bah C'est après, comme tu dommage. l'as dit, c'est une question de choix. Ils ont Ouais. fait leur choix. De choix et après le système aussi. T'as vu. Exactement. Malheureusement, dans les endroits où la pauvreté, elle est quand même assez présente, tu le vois que c'est plus facile de manger n'importe quoi plutôt que de manger des bonnes choses, des choses saines. Et malheureusement, ben, quand tu manges n'importe quoi, ça joue. Hein. Tu sais, tout ce qui est endocrinien, qui joue sur tes hormones, qui est truc. Maintenant, on se fait empoisonner, clairement. On ne peut pas nier, tu vois. On se fait empoisonner tous les jours. Donc, c'est à nous d'être conscients de ça et de faire en sorte de faire au mieux. C'est comme pour un religieux. Quelqu'un, il est dans la religion, il a forcément un truc où il est un peu plus faible. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être carré sur le reste, tu vois. Ben, on sait qu'il y a plein de choses qui sont difficiles, mais au moins essaye de rester dans un cadre, de faire le mieux pour vivre longtemps, enfin le plus longtemps possible en tout cas, te donner la chance d'être en bonne santé, de voir tes enfants grandir. Tu as vu, c'est ça le sport en vrai, c'est être en bonne santé. Donc, faut faire en sorte de l'être et pour pouvoir ben, vivre dans des bonnes conditions. Donc, ouais, bah, après, tu l'as dit, il y a plusieurs facteurs. Il y a où tu grandis, ta Ah ouais, génétique, il y a il y tout a ça, tu plein de vois. choses. Et c'est Plein pour de ça que choses. c'est tellement multifactoriel que tu peux pas dire juste ah lui c'est parce que ça. Non, Il y a trop de raisons. c'est parce qu'il travaille, c'est parce qu'il a une bonne génétique. L'excellence c'est toujours ça de toute façon, quoi qu'il arrive. Si tu as une mauvaise génétique ou si t'es pas fait pour telle chose ou telle chose, si tu forces dedans, tu vas être bon. Mais il y aura des mecs qui seront faits pour ça et qui vont forcer dans cette chose, qui vont être meilleurs que toi. Donc si tu te compares à eux, forcément tu vas être déçu. Demain, moi je pense que tout le monde peut être bon dans quelque chose. Forcément. Malheureusement, il y a des choses qui sont utiles, il y a des choses qui sont inutiles, il y a des choses qui rapportent de l'argent, il y a des choses qui rapportent rien. Moi je suis bon en traction, je suis un des meilleurs mondiaux en traction, mais t'imagines si ça payait autant que le foot? Mais je vais pas jalouser les footballeurs parce que mon sport, parce que le truc où je suis bon, ça paye pas. C'est comme ça, c'est la vie. Justement, j'allais t'en parler. Mm. Tu peux en vivre aujourd'hui de ça? C'est toujours la même chose, c'est un peu comme les réseaux. C'est les retombées qui font que. Mais la discipline en elle-même, elle rapporte rien. Donc c'est la visibilité que ça peut m'apporter, parce que je suis bon, parce que je vais à l'international depuis des années, parce que ben, je suis assez connu, Développer une image? ou à développer une image, mais surtout, je suis légitime, on va dire. Donc forcément, ben, au niveau de mes coachings, ça m'aide, ça m'apporte des clients, je peux vendre des programmes de par le fait que ben, je suis quand même connu pour mon niveau en athlète, et du coup, ben, forcément, derrière, ça découle sur mon coaching, et voilà. Pour ma façon de voir l'entraînement aussi, puisque je ne m'entraîne pas forcément comme tout le monde, et j'essaye justement de promouvoir la façon dont je m'entraîne, de par mes coachings, etc. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, tes revenus, en vrai, c'est les coachings. C'est le coaching. Je suis coach à temps complet quasiment. Et après, à côté, j'ai mes sponsors, donc qui me permettent d'avoir un peu de beurre dans les épinards, on va dire. Mais en principal, c'est vraiment mes coachings. Ouais. Ok. Et tu penses que ça va changer à l'avenir, ça, cette façon de rémunération par rapport au street lifting? Est-ce que il va y avoir Bah, de l'argent ou... C'est toujours le même principe. Et c'est pour ça que tu as vu, on fait tout ça. Les gens, ils ont souvent la critique facile sur des nouveautés, mais si on ne fait pas de conférences, si on ne donne pas d'importance à notre discipline, si on ne fait pas de conférences de presse, si on ne fait pas en sorte que les gens connaissent les athlètes, donc du coup, s'attachent peut-être à tel ou tel athlète, à telle ou telle équipe, parce qu'il y a telle personne dedans, etc. Mais en fait, ça va jamais pop. Donc c'est à nous de faire en sorte de donner de l'importance à ce qu'on fait, pour que justement les gens ils puissent voir que, ah, ok, c'est quelque chose, c'est carré, ça va quelque part, il y a un esprit derrière, ça peut
aussi apporter certains physiques, parce que tous les athlètes en streetlifting à un certain niveau, ils ont des physiques de fou, etc. Et du coup, tu vois, c'est tout un mécanisme qui va faire que peut-être dans le futur, ce sera vraiment reconnu et que ça pourra possiblement rapporter des sous parce qu'il y a un écosystème autour. Tu Ouais. vois. Que ce soit, ça va ramener des sponsors, ça va ramener C'est ça. des vues, des trucs comme ça, quoi. Tout Là, ce qui est autour, comme tu as dit. Red Bull, ils sont passés à la salle. C'était mardi, je crois. Tu sais, ils distribuent des canettes pour faire un peu de publicité et tout. On leur a dit, venez à la compète samedi, dimanche, là, ça, il va y avoir du monde, c'est le meilleur niveau français, etc. Ils ont dit, vas-y, ils ont pris le compte et on sait jamais, tu vois. Demain, une grosse marque s'y intéresse parce que, justement, on fait les choses bien. Ils voient que sur les réseaux, il y a une conférence, que ça se pique un peu, que ça fait un peu de vues, etc. Ils se disent, pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois. Donc c'est ça, c'est donner de l'importance à tous tes projets et pour que jamais te dénigrer, faire ah non mais moi c'est un petit truc, je le fais comme ça. T'as vu les gens qui ont peur d'avancer ce qu'ils font, le truc de l'imposteur, un petit peu le syndrome de l'imposteur. Non, j'ai fait un truc, c'est ça, et j'y crois, je vais y aller à fond, et puis on verra par contre ce que ça donne derrière. Mais si tu le descends devant la personne, comment tu veux qu'il lui donne plus de valeur que toi tu peux donner à ton propre projet, tu vois. C'est clair, c'est clair. Après, Red Bull, je sais qu'il se positionne beaucoup sur les trucs extrêmes. Ouais. Donc en vrai de vrai, vous, votre sport, c'est aussi un peu un truc Après, extrême, tu vois. Il y a énormément de sports de force où il y a des choses extrêmes, des gabarits extrêmes, le bodybuilding, etc. Ils ne s'y sont pas forcément intéressés. Donc à voir, tu vois, c'est toujours on propose, on fait en sorte que ça soit le mieux possible. Et puis après, le jour où il y a quelqu'un qui veut s'y intéresser, amen, et puis c'est tant mieux pour la discipline, tu vois. Ouais, fort. Et dis-moi, comment tu vis, toi, les compétitions? Est-ce que vous êtes encadré comme les autres disciplines ou encore c'est pas assez professionnalisé aujourd'hui? Toujours été encadré, moi, puisque j'ai vite rejoint une team. Donc forcément, j'ai un coach qui soit me coach, puisque Nico il m'a coaché sur le début pour vraiment corriger ma forme, etc. Mais après, j'ai beaucoup fait d'auto-coaching, moi. Mais en soi, ils sont toujours là pour le logement. Donc moi, j'avais les logements qui étaient pris en compte à chaque fois. Je suis allé en Ukraine, ils ont pris le logement en charge. Je suis allé à Prague, ils ont pris le logement en charge. Tous mes déplacements, logement pris en charge. Donc ils allaient chercher des sponsors, etc. pour pouvoir justement payer tout ça. L'alimentation, pareil. Le jour de la compétition, tu n'as besoin de rien. Ils te ramènent tout, ils s'occupent que tout se passe pour le mieux, que tu as juste à te concentrer sur ta compète. Donc ça fait vraiment la différence. Et aujourd'hui, ça commence à se démocratiser dans le sport. Très peu d'athlètes n'ont plus de coach. Donc forcément, le coach est dans le coin, leur dit, bon, je pense que par rapport à ce que tu as fait, tu peux mettre telle charge. Donc ils sont conseillés, ils sont plus seuls. Donc je trouve que c'est bien, même si des fois, ils en jouent un petit peu trop, tu vois. Mais ouais, du coup, les compétitions, moi, je les vis très bien. Je suis toujours accompagné. Après, je suis un peu, moi, c'est autodidacte. Donc j'ai tendance à me dire que j'ai besoin de personne pour dire ma charge et y aller. C'est moi qui décide. Mais par contre, j'ai des gens qui me connaissent très bien, qui m'ont vu m'entraîner. Par exemple, Nico, qui m'a vu m'entraîner pendant 10 ans maintenant. Donc, quand lui me dit, frérot, fâche-toi, là c'est mou, je suis pas convaincu, je me fâche et j'y vais à fond pour le convaincre. Et après, on voit pour essayer d'être le plus près de la charge maximale que je peux faire le jour J, tu vois. Ok, mais vous n'avez pas ce genre de staff, tu as un coach mental, tu as des kinés, des trucs comme ça, pas encore. Il y en a de plus en plus. Ok. Donc oui, dans des équipes, il y a des kinés, il y a des masseurs, il y a un peu de tout en vrai, hein. Mais par contre, c'est pas dans toutes les équipes. Mais ça commence à se démocratiser. Les gens, vraiment, c'est des entités de coaching la plupart du temps qui créent des équipes. Donc dans l'entité de coaching, ils font en sorte d'avoir un kiné, etc. Donc quand il y a une blessure, ils le renvoient au kiné. Tu vois, c'est vraiment un écosystème, un peu. ça se crée de plus en plus. Ouais. Ok, incroyable. Écoute, là, on va passer au verso, Ok. la face noire. Déjà, est-ce que tu es prêt là? Là, on va rentrer dans d'autres questions. Là. Toujours prêt, tranquille. Hydrate-toi, c'est important. Vas-y, je vais recharger. Là. Écoute, là, on est passé au verso. Ok. Ça, je pense que c'est un truc, tu as toujours été confronté à ça, je pense au moins une fois. Est-ce qu'on t'a déjà proposé des combats à cause de ton physique? Parce que genre, t'étais balèze, on t'a fait... je sais pas si on a déjà cherché les embrouilles avec toi. Jamais. Jamais de la Je te jure, jamais. vie. Du genre, Au contraire. ton physique, il arrête pas les balles ou truc comme Non, ça. mais ça, c'est des vieilles phrases à la con qu'on entend. Vas-y. En plus, moi, je suis pisse. Ok. C'est-à-dire que qui va me dire ça? Pourquoi? T'as vu, moi, pour le coup, je suis content de pouvoir te le dire, par exemple, mais j'ai aucun ennemi. Je suis en embrouille avec personne. Je m'embrouille avec... La dernière embrouille que j'ai eue, je me rappelle même pas c'était quand.
Donc en vrai, non. Par contre, au contraire, j'ai vu que, t'as vu, moi, j'étais quelqu'un, moi, mon père, il était dur. Je préférais pas faire d'histoire dehors et être tranquille chez moi, plutôt que de faire le bagarreur et répondre aux provocations de certaines personnes et de me faire enflammer chez moi. Donc du coup, moi, tout le monde, il me voyait comme ah, on peut un peu pousser le bouchon, ça va. Mon père, quand il est parti, j'ai fait 2-3 bagarres. Ils ont vu que je savais me défendre. Ils m'ont laissé tranquille. En plus, j'ai pris du physique assez rapidement et j'avais de la force. Donc après, non. Ça, c'est déficit net, ça. Tu te bats dehors, tu perds la bagarre, tu rentres chez toi, tu fais tabasser. Ouais, t'as vu, c'est pas bénéf. C'est pas C'est pas bénéf. Non, 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 non. Moi, c'était... Fais pas d'histoire et ramène pas d'histoire à la maison. Ok, et du coup, non, jamais confronté à ça. Non, jamais. Même sur les réseaux, des petits pics comme ça. Toujours, de toute façon. Mais ça, c'est les réseaux, ça compte même pas. T'as vu, si tu commences à prendre à cœur ce que les gens te disent sur les réseaux, mais tu vas pas t'en sortir. Ouais. T'as vu, des fois, les gens me disent des trucs sur les réseaux. Jusqu'à en ce moment, on me dit quoi? T'es le Jahal. Je crois ça. Hein. Jahal. Ah Non, t'es en mode l'antéchrist. Ouais, J'ai un œil. J'ai Oh, qu'un œil. Ah, Ça, le c'est Dajjal, le Dajjal. Ouais, excuse-moi, ouais, c'est ça. C'est des Ça, fous. c'est sur TikTok. Et ils me le disent à chaque fois que je fais un live sur TikTok, ça me dit ça. Le Je les regarde en mode, les gars. C'est des ouf. Mais c'est dit, mais c'est TikTok. Ok. C'est des gens derrière leur PC qui galèrent et qui veulent amuser la galerie. Ouais, ouais. Après, si tu prends à cœur, vraiment, tu vas pas t'en sortir. Moi, je Ouais. m'en fous. De temps en temps, ça me prend un peu, parce que bah, C'est je bon. pas que c'est comme ça, tu vois. Mais pour moi, j'ai perdu quand c'est ça. Normalement, ce genre de truc, ça doit pas m'énerver. Je suis en mode, si tu veux, t'es dopé. Parce que c'est ça qui revient assez souvent, puisque dès que tu fais un truc un peu Extrême. au-dessus de la norme, bon, on va te dire que tu triches. Si tu es riche et que tu viens d'un milieu pauvre, on va te dire, ouais, t'as volé qui, tu vois. Ben, le sport, c'est pareil, tout le temps, hein, confronté à ça. Depuis ma première année de muscu, on me dit, à l'époque, il n'y avait pas de... En tout cas, il n'y avait pas de connaissances sur les produits dopants, etc. Donc les mecs, ils te disaient, ah, t'as combien en développé couché? J'avais un petit physique, mais c'était pas exceptionnel, donc ils n'allaient pas me dire que j'étais dopé pour mon physique. Mais je leur disais 140, ils me disaient, ah ouais, mais tu prends des protéines, toi. Ouais, ok. Bah, je les regardais en mode, non. Ma deuxième année, j'ai pris des protéines, avant, j'ai pas pris. Ok. Parce que pareil, j'étais un peu dans le même truc qu'eux, en mode, vas-y, je fais tout naturellement, mais les protéines, en vrai, je mange au KFC tous les soirs, donc je te Pas mens de pas, de toute protéines. façon, j'avais des protéines, donc tranquille. Ok, mais en tout cas, on t'a laissé tranquille de ce côté-là, ça va. Non, comme je t'ai dit, t'as vu, j'ai fait 2-3 bagarres, je m'étais bien débrouillé, donc ça fait un peu de bruit, et puis après... Et puis même, j'ai pris en gab et j'ai vu que les gens, ils se comportaient différemment. Pour le coup, ça, je l'ai vraiment ressenti, que déjà, j'ai gagné en assurance, tout simplement, parce que ben, tu prends de l'âge. J'avais la vingtaine, donc je suis passé de petit garçon, un peu timide, le daron, il va me cogner si je fais le con. Et en plus, moi, chez nous, on est respectueux. C'est-à-dire que ben, la dernière fois, un gars, il m'a bousculé dans un magasin. J'ai dit, ah, excuse-moi, et je suis parti. Tu vois, je vais pas aller m'embrouiller avec lui. Et au final, c'était un pote à moi qui a fait exprès de me bousculer. Je me retourne, il me dit, ah, franchement, t'es cool, hein. T'avais pas remarqué que c'était lui? Bah non, je l'ai pas vu, moi, je regardais Ah. les rayons. Ah. C'est-à-dire, il m'a bousculé, mais bien, tu vois. Ouais. Et moi, je me suis retourné en mode, ouais, excuse-moi. Et après, il est revenu, il m'a dit, ouais, je pensais que t'allais me rentrer dedans, quoi, tu vois. Il m'a fait une blague, genre. Je lui ai dit, bah non, je sais pas, vu que je m'embrouille avec quelqu'un parce qu'il m'a bousculé, je m'en tape. Excuse-moi, vas-y, tranquille, t'as pas... En plus, j'ai pas vu. Donc ça veut dire que je sais même pas qu'il a fait exprès. Donc je m'excuse et je passe à autre chose. Je vais pas m'embrouiller avec les gens, je sais pas que ça va faire. T'es En grave voiture, cool. je suis un peu plus nerveux. Ok. Parce que tu vois, c'est la voiture et vas-y, les gens en voiture, ils se croient tout permis, ils font des gestes. Mais t'aurais jamais fait ça dans une vie normale, tu vois. T'es caché derrière ta carrosserie. Donc des fois, je prends un peu le seum, je le traite vite fait et je passe à autre chose, tu vois. Mais en soi, non, je suis pisse, moi. J'ai pas le temps de m'embrouiller avec les gens. Si je t'aime pas, ben, je te calcule pas et je fais autre chose. Ouais. Tu vois, tu parlais de la moto, même moi je connais un peu la moto, tu vois. Enfin, Ouais. je suis dedans. Et comme tu moto. peux plus t'énerver. Ouais, ouais, je suis dedans. Et tu peux plus t'énerver en moto. Parce que ta vie, elle est en jeu. C'est Là, vrai, tu t'énerves c'est- beaucoup plus. Là. Ah ouais, c'est sûr. Mais après, pareil, en moto, je pense que j'ai quand même une certaine expérience qui fait que je prends pas de risques là où il y a des risques. Et après, je m'amuse quand il y en a pas. Donc, même ça, en moto, ça m'arrive rarement. Pourtant, je roule vite en interfile, moi. Et je sais où je peux rouler vite. Quand je peux pas, je truc. Mais c'est vrai que effectivement, le cœur, il monte vite. Ouais. T'as peur. Et quand t'as peur, tu surréagis, tu vois. C'est normal, c'est des émotions, c'est comme ça, hein. C'est clair. Prendre une décision sous la peur, c'est jamais terrible, tu vois. À part quand c'est vraiment de l'instinct de survie pour partir d'une situation difficile. Mais dans ce cas-là, ouais, je sais pas si t'as déjà cassé des rétros. Mais... J'avoue, moi, j'ai jamais Moi, fait j'ai ça. jamais fait parce que j'ai peur de tomber. Exactement. C'est tout. Mais J'ai peur des de potes à manger. moi, mon frère, et
casse ton rétro et taille en mode t'as failli me tuer, tiens ta punition, tu vois. Si, j'ai un pote à moi aussi, il se régale sur les rétros. Moi, franchement, j'ai eu l'envie, parce que comme t'as dit, t'as vu, c'est ma vie que tu mets en danger, concentre-toi. Mais pareil, moi, je conduis, je regarde dans les voitures. C'est-à-dire, le mec au volant qui est sur son téléphone, en général, je les rodave, je vois qu'il est un peu truc, soit je vais ralentir, soit je vais me décaler un petit peu, mais je fais tout en sorte pour pas laisser de chance aux autres de me mettre en danger, tu vois. C'est clair, c'est clair. Donc ok, donc ce côté-là, t'es chill, t'es le mec peace. Non, je T'es suis le une mec piste tranquille. Écoute, là, on va parler de ta performance. Je pense qu'elle est assez récente, hein. Je sais pas si elle a plus d'1 an, mais quand t'as fait 4051 tractions en 17 heures, Ouais. ça pour moi déjà c'est surhumain, t'as vu? Déjà, comment tu t'es préparé? Comment tu l'as vécu? Et surtout le après, tu vois? Comment ça s'est passé? Ok. Ben, je me suis pas préparé du tout. Ok. Ça veut dire que j'ai vu une vidéo de Goggins sur TikTok qu'il avait fait, du coup, il avait fait 44 031, je crois, Ouais, ouais, c'est ça. en 17 heures. Donc je me suis dit, ben, j'ai fait un peu mes calculs. Je me suis dit, ben, en vrai de vrai, c'est l'ouverture et la fermeture de la salle. Vas-y, je peux essayer. J'avais pas de compétition, truc. Et un matin, je me suis déterre. Enfin, la veille, j'avais tout préparé. J'avais pris mon tableau, tout. Je me suis dit, vas-y, ce jour-là, je vais y aller. Je vais faire un live. Donc j'ai pris tous mes branchements, etc. J'ai prévenu la salle. Et puis après, j'ai lancé. Hein, c'est parti. Hein. Et il n'y avait pas de stratégie? Si, il y a quand même une stratégie parce que sur les efforts très longs, c'est toujours la même chose. Il faut aller sur des intensités basses. Et l'intensité basse, en street workout, donc sans lest, c'est des séries courtes. Donc moi, ma stratégie, c'était de mettre le moins d'intensité, mais par contre de répéter le même effort le plus rapidement possible, le plus souvent possible. Donc j'ai fait des séries de 5, je fais que des séries de 5, à part à la fin où j'ai fait des séries un peu plus longues pour la hype, mais c'est tout, parce que c'était la fin, j'étais pressé, vas-y. Mais sinon, j'ai fait que des séries de 5, mais par contre avec très peu de temps de repos. Combien? Ça dépendait, c'était au feeling, mais dès que je sentais que je pouvais repartir, je repartais. Ok. Et après, ben, c'était dur surtout par rapport aux mains. On a des crampes, etc. J'essaie de bien m'hydrater. Pour le coup, j'ai beaucoup bu. Et voilà, hein, il y a des gens qui m'ont accompagné, c'était cool. J'ai vu toute la salle toute la journée, donc c'était sympa. J'ai vu l'état de tes mains, c'était un truc de fou, hein. Ben, en vrai, ça va. Quand Ouais. tu compares à, par exemple, un Goggins ou même à d'autres qui l'avaient essayé, ils finissent vraiment avec les mains arrachées. Moi, je fais tellement de traction que je suis habitué, je sais comment tenir la barre pour éviter d'avoir trop de frottement. Et en fait, les gens, ils disent, t'aurais dû mettre des gants. Non, parce que les gants, malheureusement, ça te fait glisser et ça te fait beaucoup de friction. Et c'est la friction qui abîme tes mains, plus que la pression. Donc moi, je serrais la barre très très fort pour qu'il y ait le moins de friction possible, pour du coup moins abîmer mes mains. Donc oui, elles sont abîmées parce que naturellement, tu n'es pas censé faire autant d'efforts sur sur une durée aussi longue, ou aussi courte, ça dépend de comment tu le perçois. Mais par contre, du coup, ça allait en vrai. C'était pas... eux, vraiment, c'est des bouts de peau Arraché, ouais. complets. Moi, c'était juste des cloques qui pétaient, en fait. Mais c'était pas méchant, tu vois. En tout cas, les gars, j'ai serré la main, c'est une main de crocodile, hein. Là, il fait le mec chill, mais la main, elle est dure. Malheureusement, t'as vu, en plus, j'ai toujours eu les doigts un petit peu durs. Donc, mes potes, ils me vannaient sur ça, c'est fou. Ok, mais justement, tu parlais de David Goggins, donc il a fait en 17 heures 4030 tractions, et t'as tonton Tom Tom, tu vois, c'est monstrueux. 4031 tractions en 5 heures. J'ai Ok, noté. ouais. Bah, j'étais tombé sur ça, les gens m'avaient identifié, parce que lui, il s'est préparé, du coup, et c'est monstrueux, c'est un EMOM, je crois, où il a fait cette traction pendant 6 heures, toutes les minutes. Donc il y a le temps de repos, un EMOM c'est ça, c'est every minute on 2 minutes. Donc tu as 1 minute pour faire ton effort et pour récupérer. Et après tu reprends pour l'autre minute et c'est la même chose. Donc il a fait ça pendant 6 heures, c'est monstrueux. Après moi je vois quand même l'effort comme moins, pas moins impressionnant parce que c'est une dinguerie, mais comme différent parce qu'il l'a fait avec des gants, des moufles, etc. Alors que moi je l'ai fait en mode... et la difficulté première, mis à part l'endurance musculaire, parce qu'en endurance musculaire, il m'éclate. De toute façon, en 6 heures, hein, c'est pas pour rien. Mais la difficulté, c'est les mains. T'as vu quand t'as tes mains et que, vas-y, t'arrives même plus à serrer la barre parce que tes mains te font mal, c'est différent que en fait, t'as les mains qui sont emmaillotées, limite. Et vas-y, du coup, en vrai, le seul facteur, c'est musculaire. Là, moi, j'avais plusieurs facteurs qui rendaient l'effort plus difficile, entre guillemets. Mais par contre, gros respect, il est trop fort. Ouais, il est trop fort. Ouais, Et il est trop fort. lui, par contre, il s'est préparé en 50 jours, tu vois. C'est monstrueux déjà. Ouais. Mais ouais, il a fait une dinguerie. Franchement, pour le coup. Mais t'as vu ça pour le. Bah, t'as dit le avant, le pendant, le après, horrible. Ah, le après, horrible. Horrible.
T'as vu, comme je t'ai dit, moi, ma stratégie, c'était vraiment de bloquer mes poignets. Mais du coup, tous les muscles qui bloquent les poignets, tu les sollicites pas autant normalement. T'as vu la boule? Là, j'avais une boule rouge, là. Comment ça faisait mal, je pouvais plus bouger mes bras, j'étais comme ça. Ah ouais? Ouais, je Ça pouvais t'a plus déposé, bouger. tu pouvais pas conduire tout ça? Ben, si, j'ai conduit pour Ok. rentrer, t'as vu, j'ai pris mes affaires, j'ai conduit pour rentrer, j'avais juste les mains On qui disait en restaient, Playmobil. j'ai mes mains qui restaient comme ça, je me suis débrouillé, tu vois. Mais bon, j'ai bien nettoyé mes mains, tout, j'ai désinfecté, et après, c'est le lendemain, non, mes bras, là, j'avais 2 grosses boules ici, là, sur le côté du bras, et laisse tomber, c'était horrible. Et T'arrêtes. ça a pris une bonne semaine pour récupérer musculairement, et nerveusement, ça a pris un mois. 1 mois! Ouais, ça a pris un mois pour récupérer nerveusement. Tu t'es pas entraîné pendant combien de temps Je avec suis ça? entraîné. Ben, dès que les mains c'est allé mieux, j'ai repris l'entraînement. Ok. Mais donc une semaine, à peu près une semaine où j'ai fait des petits trucs, mais sans plus. Peut-être les jambes, je me rappelle plus. Je me rappelle plus si je faisais les jambes à ce moment-là. Et après, vraiment, j'ai repris l'entraînement, mais je sentais que je pouvais plus faire de lourd ou des efforts qui durent nerveusement parce que j'étais à plat. Bah, t'es épuisé. Mm. Ok, et pendant la journée, au fil de la journée, tu pouvais pas manger? Tu prenais que des petits trucs, non? De l'eau? Si, je mangeais des fruits. Des Ok. potes, ils m'ont ramené des fruits. J'ai mangé des bananes. Que des fruits, en vrai. Ok. Des fruits et de l'eau. Et bon, moi, je suis sponsorisé par Oli. Du coup, j'avais leur boisson hydratante. Donc, pour essayer d'avoir garder les minéraux nécessaires. Parce que je transpire. Déjà, moi, je transpire vite de base. Donc là, en plus, en effort pendant tout ça de temps, j'ai perdu quand même pas mal de flotte. Ok, et pour les gens qui ont dit, tu vois, qui auraient dit que tonton Tom Tom est dopé, lui, il fait des compétitions Aerox. Et Mm. dans les compétitions Aerox, ils font des tests antidopage, tu vois. Et Ok. lui, déjà, c'est un monstre à la base. Et les gens le savent. Donc, en vrai, son record, il est limite logique par rapport au personnage qu'il est, tu vois. Ouais, bien sûr, mais après, c'est un mec qui fait il fait des dingueries. En endurance, c'est une machine. Donc, moi personnellement, ça m'a pas choqué. Après, je le connaissais pas avant, ça. Je l'ai connu avec ça. Mais tu connais, moi, quand je vois quelqu'un qui est fort, ben, je regarde ce qu'il fait. Beaucoup de personnes, ils regardent que un truc et puis ils vont juger sur ça. Non, je vais quand même regarder ce qu'il fait et tout. Et c'est une dinguerie, il est trop fort. Stylé. Je suis pas dans le même domaine que lui, mais gros respect. C'est impressionnant. C'est un monstre, c'est un monstre. Et là, il l'a fait, entre guillemets, toi, il a fait ton total en 3 fois moins de temps. Mm. Toi, tu penses que tu pourrais faire, entre guillemets, là, tu vois, la journée que tu as fait de 17 heures, tu penses que tu aurais pu la faire 3 fois plus vite? Jamais de la vie. Ah, Mais impossible. c'est un malade. Ah ouais? Je t'ai dit que c'est un malade. Jamais de la vie. Frérot, j'ai tout donné là, je fais mon max. T'es fou. T'as vu, plus jamais je fais ça. Ah ouais? En plus, quelques mois après, un pote à moi, il m'a engrainé à faire 1000 le plus vite possible. Mhm. Je crois que j'ai fait en 2 heures quelque chose. Mais horrible, c'était encore pire. Ah ouais? Je te jure que c'était encore pire. Parce que le fait de devoir faire vite, ben du coup, tu congestionnes comme un porc et j'ai eu plus de congestion que pendant le fait d'avoir vraiment le temps D'espacer, 17 ouais. heures, tu Mhm. vois. Donc j'ai le temps. J'ai quand même un certain rythme parce que je me disais, il faut que je fasse tant par heure pour pouvoir valider le record. Mais par contre, j'étais en mode, je m'en fous, tu vois. Et dis-toi, le vrai record de ça, c'est plus de 10 000. Il y a un mec qui l'a refait encore, il a fait plus de 10 000, c'est des malades. Jamais de la vie. C'est Mais des par fous. contre, j'aurais bien aimé que Tom Tom, il le refasse, mais qu'il le fasse pendant 17 heures. Pas de base, c'est 24 heures. Ok. C'est Goggins, il a arrêté à 17 heures parce qu'il avait les mains en lambeaux. Hmm. Ok. Et là, t'aimerais qu'ils remettent les couverts pour 17 heures au moins. Pour 20 heures. 20 heures? Bah, enfin, 24 heures. Ok. Bah, c'est le vrai record. Comme ça, voir si, justement, il arrive à battre le vrai record du monde. Parce que nous, en fait, on s'est fixé sur le fait de... En fait, on a voulu battre le mec le plus connu qui l'a fait. Mais il y a des anonymes qui font des dingueries. Tu vois, donc... enfin, des anonymes pour nous. Ouais. Bah ouais, pour nous, tu vois. Mais carrément, j'allais te parler de André Smaev. Ouais. Tu connais? C'est n'importe quoi. Mais on va aborder la chose d'une différente façon parce que c'est pas tonton Tom Tom. Hein. Non. Il fait 1m85 pour 150 kg de poids de corps. Ouais. Il aurait fait 2 répétitions à 160 kg à traction lestée. Ouais. Et on le voit sur la No vidéo. rep, je tiens à le dire. Justement, j'allais parler de l'exécution. On sait très bien que pour des compétiteurs, c'est pas valide. Mm. C'est clair, tu vois, mais on le sait, il est dopé. Ah bah, Clairement. Et j'ai je crois gonflé. Après, c'est toujours le même principe. Les Ouais. dopés, ils ont du mal à dire quand ils se sont dopés. C'est-à-dire qu'ils vont toujours te dire « je me suis dopé plus tard » pour te dire que « t'as vu, j'ai travaillé très dur jusqu'à là et après je me suis dopé et je suis arrivé à un niveau monstre ». Mais souvent, ils sont dopés bien avant, tu vois. Mm-mm. Et Smaev, quand moi je l'ai connu, il ne faisait pas 150 kilos. Je sais pas combien il en faisait, mais il était très jeune. Nous, quand le premier, c'était Adam Rowe. C'est un gars chez qui on a fait des compétitions.
avec qui on s'entend bien, de Prague, qui justement l'a mis en avant parce qu'il est tombé sur lui, il devait avoir 17 ans ou 18 ans, et il a dit c'est une anomalie. Mais frérot, tu le vois à 17 ans, 18 ans et ce qu'il fait, il était déjà dedans, frérot, il va pas nous raconter je sais pas quoi. Et il nous fait croire qu'il a commencé à 23 ans, il a pris 10 ans dans la gueule. Ouais. T'as vu, c'est pas des jouets, hein, mais c'est Hulk. Ouais. Il a décidé de devenir Hulk. C'est son choix. Tranquille. C'est son choix de vie. C'est son choix de On vie. accepte. Ouais. Mais après, il faut savoir que lui, il est dopé. Mais il y a des gens, même, ils se dopent toute leur vie, ils mettent la Attention. charge qu'ils veulent, ils vont jamais atteindre son C'est niveau. toujours le même principe de ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. T'as vu, il y a des gens qui vont se doper. Déjà, ils ont un potentiel assez faible, entre guillemets. Du coup, forcément, ils vont se doper. Ils vont peut-être atteindre le niveau d'un mec excellent qui ne se dope pas. Ou peut-être qu'ils vont le dépasser, mais ça... en gros, ils vont pas... Par contre, imagine si le mec qui est déjà là, il vient, il se dope, bah forcément, ça devient... Et en plus de ça, le dopage, tout le monde... C'est des hormones. Tout le monde réagit différemment aux hormones. C'est-à-dire que lui, c'est Hulk. T'as vu, peut-être qu'il y avait Hulk, ils ont peut-être fait l'expérience sur 15 personnes, ils sont tous morts. Lui, il a survécu, il guette. Tu vois, Guette la bête. il guette la bête. Il s'est mis à côté de Matala, t'as vu? Non, moi j'ai vu, il était à côté d'un bodybuilder. Mhm. Et d'un C'est coup, il était. Matala, le Renoir. Non, un autre, c'était Ah, un un autre. blanc. Mais t'as vu les bodybuilders, la catégorie la plus haute. Ouais. Et il avait l'air moins impressionnant, à côté d'un autre monstre, tu vois. Mais Matala, j'ai pas vu, j'irai voir. Matala, il doit faire 130 kilos. Ok. Mais ouais, À côté, c'était un petit bébé. petit. Il y a un moment, ils mettent leurs deux mains à côté, mais ils musclent ses doigts. Je te jure qu'il y a des boules derrière ses doigts. Il y a une vidéo, j'ai vu, il a un truc, il fait ça, il muscle ses doigts. Ouais, c'est un autre monde. Il a une main d'ours. Ça aussi. Il a une main d'ours. Il a une main de. S'il met sa main sur ton cou, relou. Il sert même pas, il t'étrangle. Ah, Belek, je sais plus c'est dans quel film il arrache la gorge du poteau. Ouais, je vois, c'est quoi. Mais franchement, niveau force, ouais, tu vois ses performances, c'est n'importe quoi. Je crois qu'il a 300 en développé couché. Il fait des reps à 260. Au squat, je sais pas combien il a, mais c'est une folie. En traction, comme tu as dit, il fait 50 tractions, pas du corps, il fait 150 kilos. Oui, et son pas rep, parce que même, je pense que même, il était devenu tellement énorme que même de toute façon, il peut pas être rep. Ouais, exactement. Ses muscles, ils bloquent. Et t'as vu, tu as une amplitude. Donc, moi, par exemple, je peux pas monter jusqu'au clavicule comme ça. J'ai la force pour, mais j'ai pas la mobilité. Du coup, Bras trop long. je vais bloquer ici. Mm. Je sais pas, non, c'est juste un manque de mobilité. Ok. Il y a des mecs qui ont des bras tout aussi longs que moi qui y arrivent parce qu'ils ont une mobilité qui fait que leurs muscles s'engagent suffisamment et qu'ils arrivent à y aller. Moi, j'y arrive pas, donc je me projette pour pouvoir y arriver. Donc lui, il va fort, mais au bout d'un moment, ça monte plus. Donc il est toujours no reps sur les marches, mais il les déplace les charges. Il faut y aller. Hein. 170 kilos en plus de ton poids du corps quand tu fais 160, 150, c'est n'importe quoi. Il fait une traction, lui il fait 150 kg, tu rajoutes les 160, là il fait une traction à 300. Ouais, plus de 300, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est le mot. Ouais, C'est le mot. N'importe quoi. C'est le En mot. plus, il est agile, il saute, il truc. Non, c'est. Il fait du front lever, c'est comme ça que ça s'appelle là. Il fait tout. Drapeau, tout. One arm pull-up, traction à un bras, il monte avec du poids, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est un mec agile qui a décidé de devenir Hulk. Voilà. C'est une anomalie, comme tu dis, c'est n'importe quoi. Écoute, là, je voulais parler des blessures. Ouais. Au vu des charges que vous soulevez, je pense que c'est des choses qui arrivent vite, tu vois, qu'il y a beaucoup de blessures, surtout dans votre discipline, je pense. Mhm. Toi, j'ai vu aussi que tu avais eu une arthrose à la hanche. Ouais, Ok. Et tu as dû arrêter le squat à cause de ça. c'est ça. Ouais. Ok. Du coup, explique-nous comment déjà ça s'est passé, comment tu t'en es rendu Pour compte. l'arthrose à la hanche, motard, jeune, moi j'avais un 450, mon première moto, je voulais apprendre à faire des roues. Moi, j'apprends par l'essai. T'as vu, moi, je suis jamais très talentueux dans un truc, mais dès que je m'y mets et que je commence à prendre le pli, après, je suis pas mauvais. Je vois souvent, en tout cas, tout ce qui est sportif, donc je suis beaucoup tombé. J'ai fait 1 soleil, 2 soleils, 3 soleils, et le premier soleil que j'ai fait vraiment en brut, j'arrivais plus à bouger ma hanche. Du coup, je suis allé à Ballanger, ils m'ont fait tous les examens, ils m'ont dit qu'ils avaient rien, que c'était juste musculaire. Ils m'ont donné des décontractures en musculaire, ça allait mieux 2 semaines, et j'ai boité 1 an. Après, j'ai fait vraiment des examens poussés parce que j'en avais marre de boiter, et ils m'ont dit que du coup, j'avais une malformation de base de la tête fémorale, donc elle est plate au lieu d'être arrondie, donc ça frotte. Donc j'avais déjà ça, donc j'étais propice à avoir de l'arthrose,
dû au frottement. Et en plus de ça, ben, j'avais cassé 2-3 trucs avec la chute. Donc j'avais des bouts d'os dans l'articulation, etc. Je devais me faire opérer à 20 ans. Et à 20 ans, le mec m'avait déjà dit en mode toi, tu vas finir avec une arthrose, enfin, avec une prothèse de hanche. Il m'a dit, je crois, les mots exacts qu'il m'avait dit, le médecin, c'est fou. Il m'avait dit, t'as les hanches d'un cycliste pro en fin de carrière. Oh. Du coup, je lui ai dit, bon, ok. Il m'a dit, vas-y, je t'opère. Là, je suis jamais retourné là-bas. Du coup, ben, la muscu, ça m'a vraiment aidé. Le fait de reprendre les jambes, etc. Forcément, les muscles, ça permet de protéger les articulations. C'est un de leurs rôles. T'as vu, les muscles, ils ont plusieurs rôles. Ça en fait partie. Donc, protéger tes organes, protéger tes articulations. Donc, du coup, le fait d'être plus fort musculairement sur le bas du corps, bah, vraiment, je boitais, je traînais la patte pour de vrai. Tu me voyais, tu avais l'impression que j'avais un handicap. Et c'est totalement parti. Ça revenait de temps en temps, ça me relâchait. Il y avait des périodes, surtout quand j'arrêtais du coup de soit courir, soit truc, ben ça se relâchait. Et du coup, donc j'étais un peu voué à obligé de faire le bas du corps. Et puis après, ben, ça m'a rattrapé. Et c'est ça la douleur que je t'ai dit qui est la plus grosse douleur que j'ai eue. Quand ça s'est enflammé, j'étais chez moi, je criais. Ah! Ouais. J'ai appelé l'ambulance, ils sont venus me chercher, j'étais en PLS, ma mère elle était en panique. Moi j'étais en mode, j'étais dans mon salon, je pouvais pas poser ma jambe par terre, et la douleur, laisse tomber, je suis arrivé à l'hôpital en PLS, l'ambulance elle m'a déposé, je suis resté je sais pas combien de temps là-bas, ils m'ont donné des cachets et tout, et ils m'ont dit, bah, inflammation, j'ai fait les examens IRM et tout. Dans l'IRM, je criais, pareil, le lendemain je vais dans l'IRM, je suis posé dans l'IRM, mais la position, elle me faisait mal. Et l'IRM t'y reste pendant un petit moment quand même. Ça veut dire, moi j'étais en mode, il me dit pas bouger, mais j'essaye de pas bouger, mais la douleur, elle laisse tomber. On dirait que ma hanche, elle prenait feu. Du coup, j'étais en train de crier dans le truc, bref. Et du coup, c'était ça, vraiment ça la plus grosse douleur. Donc, bah, du coup, j'ai repris le squat après. Ça allait mieux, après que l'inflammation ça soit calmée. Mais je sentais que c'était plus comme avant, le fait de redevenir fort musculairement, ça m'aidait, mais c'était toujours un peu sur le rail. Et quand je suis parti en vacances, je suis revenu, j'étais au Sénégal, j'ai fait une séance squat, j'ai vu que vraiment ça allait retourner sur, je pense, l'inflammation. J'ai dit, vas-y, j'arrête. Ok. Et du coup, sur les mouvements dans la compétition, il n'y a pas de squat? Si, il y a squat, Ok. mais en soi, je peux squatter. C'est juste que je peux générer une inflammation qui va me faire mal, donc je veux plus squatter. Tu vois, Ok. en fait, je me suis limité sur plein de choses parce que je sais que ça va me créer l'inflammation et que du coup, je vais repartir dans les travers que j'avais et j'ai pas envie. Donc là, je me suis juste dit, vas-y, pour le moment, je fais plus. Et point, mais je suis capable de squatter. Je suis capable de squatter pas aussi lourd qu'avant parce que j'en fais plus, mais je suis capable de squatter lourd. Tu vois, je pense que je dois avoir 180, 190. Donc, je vais faire ce qu'il faut pour faire le total que moi je veux. Donc, je compte vraiment sur les 3 premiers mouvements pour faire des dingueries. Pourquoi pas avoir 2 records du monde en muscle up et en traction. Et puis après, le reste, c'est du fun. Moi, je suis en guest dans la compétition. Donc, je suis invité. Allez, comme j'ai dit, moi, je suis à la retraite vraiment à ce niveau-là. Et après, je pense que c'est important de parler de ce que tu disais, les blessures dans notre sport et dans n'importe quel autre sport de performance. Oui, on ne fait pas du sport de santé. C'est vrai. Ça veut dire que forcément, on pousse notre corps, et quand tu pousses ton corps, il peut avoir des séquelles, etc. Mais en vrai de vrai, je me blesse rarement. C'est des petits trucs à chaque fois, c'est des vieilles inflammations, une petite tendinite légère qui m'empêche pas de m'entraîner. Si tu sais t'entraîner, déjà, tendinite, ça t'empêche jamais de t'entraîner. Tu as vu, une tendinite, c'est une inflammation. Tu vas faire en sorte de calmer l'inflammation. Il y a des façons de calmer l'inflammation. Nous, on l'apprend en tant que coach, les kinés l'apprennent, etc. Et juste le mouvement soigne. Il faut bouger. Si tu fais rien, bah oui, ok, ça va aller mieux parce que tu fais rien, mais dès que tu vas rebouger, ça va revenir. Donc il faut jouer sur la cause au final. Peut-être que tu as une inflammation parce que ton tendon n'est pas assez fort, renforce-le, etc. Et c'est toujours dans cette dynamique-là. Et le problème des gens, c'est que ben, justement, soit quand ils se blessent, ils arrêtent tout, ou alors même, avant même de se blesser, ils font tout et n'importe quoi. Si tu n'as pas de progressivité dans ton entraînement, que tu as réussi à faire une barre à 100 et tout de suite tu veux mettre 120, ben frérot, ton tendon, il va te regarder en mode ah, moi, dur, tu vois. Surtout que le tendon, c'est quelque chose qui est moins, c'est pas énervé, moins vascularisé. C'est pour ça qu'il est représenté en blanc, Ok. d'accord? Ou en blanc ou en rose. C'est parce qu'il y a moins de sang qui y passe. Donc forcément, moins de sang, moins de nutriments, moins de tout. Donc forcément, il se développe moins vite. La masse musculaire, par contre, elle est représentée en rouge parce qu'elle est très vascularisée. Donc beaucoup de sang, beaucoup de nutriments, de la protéine, machin, bref, du développement. Donc il y a toujours un retard entre tendons et muscles. Ok. D'où le fait que les dopés, puisqu'on parlait de dopage tout à l'heure, les dopés, ils vont avoir des grosses blessures musculaires parce que justement, leurs muscles, ils se développent tellement vite
et que ça crée un gros déséquilibre avec le tendon, et du coup, ils ont tendance à se faire des arrachements, etc. Mais en vrai de vrai, ce genre de blessure-là, c'est super rare. Pour t'arracher un muscle, il faut vraiment faire une dinguerie, être sur une performance extrême, ou alors avoir vraiment mis quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Si tu as 160 au développé couché et que tu mets 200 sur la barre, frérot, bah, si tu descends et que ça lâche, ça lâche. Mm. Par contre, si tu as 160, tu mets 162, pourquoi tu veux te blesser? Mm. Tu vas la rater peut-être, parce que tu n'as pas suffisamment de force, mais tu vas pas te blesser. Si techniquement tu es bon, parce que c'est ça une blessure. Dans le sport, pour moi, c'est simple. Une blessure, c'est mauvaise technique, ou corps pas suffisamment résistant, ou tu lui imposes une charge de travail trop élevée, ou une charge de travail trop intense pour lui. Si tu respectes les deux trucs pour éviter ça, donc travaille avec une belle technique, en faisant attention, c'est la technique d'abord et ensuite la charge, donc on progresse sur une technique, et après, ben, tout simplement, renforcement. Un footballeur, il ne veut pas se claquer les ischios, ben, il fait sa séance de muscu, il renforce les ischios. Il ne veut pas se claquer les adducteurs, ben, il va faire ses adducteurs, il renforce ses adducteurs. C'est la même chose pour nous. Et nous, quand on fait notre renfort correctement et qu'on est progressif dans nos charges, frérot, il n'y a aucune raison de te blesser. Et qu'on a une bonne technique. Si tu enlèves ces facteurs-là, tu te blesses. Et c'est pour ça que souvent, les gens ils vont prendre des coachs, parce qu'ils ne savent pas, ils vont dans l'interrogation. Est-ce qu'il faut que je fasse plus pour progresser plus vite? Est-ce que je fais trop? Et ils sont toujours dans cette interrogation. Nous, on a les clés, entre guillemets, on a les connaissances pour pouvoir te permettre de faire ce qu'il faut. Mais le conseil que je donnerais, pour donner un conseil pour que les gens puissent comprendre, c'est juste que progressivité. Tu sais pas si tu es capable de faire ça. Fais un truc que tu es capable de faire, et puis fais un peu plus la prochaine fois. Ça ne choquera pas ton corps, tu vas voir, tu vas dire « Ah, j'en suis capable ». Tu feras un peu plus la prochaine fois. Mais si tu fais ça sur un an, Ouais. et quand tu te sens fatigué, t'es pas un fou, bah tu te reposes. Tu vas dire, vas-y, je fais une semaine plus cool. On appelle ça un déload. Tu fais une semaine plus courte, tu diminues un peu le volume, tu peux diminuer possiblement la fréquence, tu entraînes 5 fois par semaine, tu n'entraînes que 3 fois, et puis après tu repars, et tu repars de plus bas. Ça, le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils arrivent à un niveau, et ils sont fixés sur ce niveau, sur cet objectif. J'ai atteint telle charge, donc il faut que je travaille à telle charge pour pouvoir être plus fort ensuite. Non, refais ce que tu as fait avant. Tu as bossé avant pour avoir 100 kilos développé couché. Tu as fait des séries à 60, après tu as fait des séries à 65, à 70, à 75. Frérot, bah, les séries que tu as fait à 60 au début, tu vas plus retourner à 60. Quand tu vas recommencer, tu vas aller commencer à 70 pour aller à 75, 80, 85, 5 kilos de plus que la dernière fois. Du coup, forcément, ensuite, derrière, ça aura un impact, peut-être pas immédiat, mais ça aura un impact sur ta force, etc. Et c'est comme ça, c'est une progressivité. Et c'est jamais tout d'un coup et après plus rien. Ouais. C'est tranquille. Faut être humble en vrai de vrai, là. C'est ça. Si t'as de Il faut l'ego, avoir c'est un mort. plan. Il faut Ouais. avoir un plan. Tu veux aller quelque part, tu n'y vas pas en mode vas-y, on y va. Si je te dis vas-y, on va. Je te dis un nom de resto, je sais pas, le Bon Boucher. Tu vas pas te dire vas-y, bah, on y va et tu vas sortir et foncer. Tu vas me dire ouais, mais c'est où? C'est dans quelle ville? Comment on fait pour y aller? Quelle autoroute? Etc. Ah, t'as un GPS? Oui, ok. Enfin, c'est la même chose. Pourquoi vous foncez comme des fous alors que vous savez pas? Cherchez les informations, et puis une fois que vous les avez, respectez-les. C'est surtout ça aussi. Parce qu'après, c'est là que l'ego il rentre en jeu. C'est que tu te dis, ah, c'est bon, je peux faire plus, je peux faire plus. Et tu es déjà en train de vouloir évoluer dans un truc que tu n'as même pas encore fini. Finis-le, et puis après, cherche l'évolution dessus. Et il y a plein d'évolutions. Tu peux faire plus de répétitions, tu peux faire plus de séries, tu peux prendre moins de temps de repos, tu peux changer ton tempo, descendre plus lentement, faire une pause. Et c'est ça les évolutions qu'on retrouve en musculation, et ça te permet de varier tes entraînements et de prendre du plaisir. Ok, ouais. Et t'as parlé du coup de l'arthrose à ta jambe. Mhm. Mis à part cette grosse blessure qui est génétique, tu vois, ça va, t'as que eu des petites blessures, des tendinites, des trucs comme ça. Régulièrement, Ouais. parce que ben, du coup, j'ai appris, hein. On apprend des erreurs. Des fois, je me suis peut-être trop entraîné. Des fois, j'ai peut-être négligé la technique sur certains mouvements. Négligé le fait de, par exemple, je t'ai dit que moi, j'étais mauvais en dips. Je faisais pas de dips. J'aimais pas ça, ça me faisait mal ici. Je pense que ça fait ça à plein de gens. Donc, pourquoi? Manque de mobilité, etc. Pas d'habitude sur le mouvement. Et j'ai de la force. Quand je commence les dips, moi, j'ai 180 en développé couché. Ah, ok. J'ai 6 ans de muscu, j'ai 180 en développé couché. C'est un mouvement qui sollicite les mêmes groupes musculaires. Donc tu imagines bien qu'en fait, je suis déjà fort en dips.
Mais j'en ai jamais fait. Donc moi, pendant des années, bêtement couillon que je suis, j'ai fait quoi? J'ai essayé de retranscrire ma force tout de suite sur le dips, en faisant de la force, au lieu d'apprendre à faire le mouvement correctement. Donc du coup, j'avais toujours ce défaut de gainage, de technique, de maintien de la charge. Donc je me faisais écraser par la charge. Et puis après, j'essayais de remonter comme un bourrin parce que oui, j'avais la force, mais ça passait une fois sur 10, parce que une fois sur 10, j'avais de la chance, j'étais au bon endroit, j'étais bien gainé cette fois-ci, et ça passait. Et quand j'ai compris ça, au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y a un problème. Pourquoi j'arrive pas à ce mouvement? Je perds toutes mes compétitions à cause de ça, ça me saoule. Et au final, ben, je me suis posé les questions, j'en ai parlé avec mon entourage, puis je me suis juste dit, mais je suis un ouf, je fais des tractions depuis je sais pas combien de temps. C'est normal que je puisse travailler sur certains formats de travail lourds. Mais là, dips, j'ai jamais fait. Commence par les bases. Je fais des 10 reps, mon niveau il explosé. Ah ouais, direct. Ah ouais, parce que j'avais déjà la force, il manquait la technique. Bah, travaille la technique. Je sais pas, c'est logique. Quand il te manque quelque chose, c'est ça qu'il faut pallier. Si, je sais pas, si tu as de l'eau mais tu n'as pas de verre, bah, tu vas aller chercher un verre. Tu vas pas essayer d'avoir plus d'eau. Tu vas déjà essayer le fait d'avoir un verre pour boire. Ben, c'est un exemple à la con, hein, mais c'est ça en vrai. Tu vois. Bah, moi, j'avais déjà la force, mais par contre, j'avais aucune technique. Donc, il fallait juste travailler la technique. Et comment on travaille la technique? On diminue l'intensité et on répète. Et on essaye de justement trouver le mouvement qui te convient. Et une fois que tu as le mouvement qui te convient, bah, après, c'est bon, tu essaies juste d'augmenter progressivement l'intensité. Parce que c'est pas tous les 2 jours, tu te dis, ah, j'ai le déclic, j'ai compris. Je faisais la même chose en moto. J'ai le frein, c'est bon. Ah, soleil dans sa mère. Grave mal. Putain, merde, j'ai pas le frein en vrai. Ah non, frérot, tranquille. Tu vois, bah, c'est la même chose, tu vois. Et moi, j'ai un têtu. Gros. Ça veut dire, oh, ah non, c'est bon, j'ai le frein. T'es sûr? J'ai le frein, regarde. Laisse tomber, gros. Mes potes, ils m'appelaient le roi soleil à un moment. Trop de soleil. Un des trois soleils. Ouais, laisse tomber. Jusqu'au jour où j'ai pris le temps, tranquille, et après, vraiment, j'ai vu, ah ouais, c'est bon, j'ai le frein, je peux lever. Ok. Et bah, du coup, c'est ça qui a un peu réveillé ta hanche, qui a été génétique. Et toi, tu as fait le choix de pas faire l'opération, c'est mort. En fait, ce jour-là, quand je suis allé, le chirurgien, il m'a expliqué un peu ce que j'avais. Il m'a dit, bon, tu as des bouts d'os dans l'articulation, il faut les enlever. Tu as un endroit, il faut que je le lime. D'accord. Donc, en vrai de vrai, j'aurais sûrement dû faire, au moins pour le fait de limer, parce que le bout d'os, en vrai, moi, ça me gênait pas. En tout cas, quand je me suis renforcé musculairement, ça me faisait pas mal. Donc, je pense que ça gênait pas forcément. Je sais pas, ils sont où aujourd'hui, mais ça me gênait pas. Mais du coup, il m'a dit qu'il y avait une sorte de réunion avec ses secrétaires où il expliquait toute l'opération à beaucoup de personnes qui va opérer. En gros, c'était à la chaîne. Et quand moi, je ne l'ai pas senti, j'ai dit, vas-y, laisse tomber. Et comme je t'ai dit, comme j'ai commencé les jambes et que ça m'a fait passer la douleur et que truc, donc j'ai dit, vas-y, je laisse tomber, tu vois. Ok, ouais, t'as abandonné parce que moi, je connais quelqu'un, bah, c'est un oncle à moi, il s'est fait opérer de la hanche. Mm. Laisse tomber. C'est une épreuve. Ah ouais? C'est une épreuve. Bah, il s'est fait remplacer la hanche complètement, lui, tu vois, il a Ok, la d'accord. fausse hanche, là. Mm. Et ça fait des mois qu'il est dedans et toujours pas sorti. Hein. Sérieux? Toujours pas sorti, ouais. C'est une opération très lourde. Mais tu Très sais lourd. que moi, il me dit... Après, je pense que là, du coup, je pense que c'est tout l'iliaque, etc., qu'ils ont dû le changer. Donc Ouais, vraiment tout le vraiment temps. tout. Mais moi, pour le coup, c'est vraiment juste ma tête fémorale. T'as vu, je suis allé voir un chirurgien, donc il m'a dit, je t'opère quand tu veux, tu passes quand tu veux. Moi, je veux quand même atteindre mes objectifs haut du corps. En ce moment, je suis quasiment à mon prime, sur quasiment tous les mouvements. J'ai quand même des objectifs dans ma tête que je veux depuis longtemps. Un développé couché à 200 kg, un dips à 170, une traction à 130. Donc je me dis que c'est pas le moment d'aller faire une opération qui va justement, comme tu as dit, possiblement être dure à récupérer, etc. Pendant des mois, hein. Et après, il faut tout reprendre. Moi, il m'a dit que pour récupérer, j'avais 1 mois et demi total d'arrêt où je fais pas de sport. 1 mois et demi, je peux commencer à reprendre tranquillement. Et après 4 mois, tu peux commencer à avoir de l'impact dessus. Mais moi, c'est vraiment que la tête fémorale. Donc, apparemment, tu récupères mieux. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça a l'air plus... Ouais, c'est hardcore. Mm. C'est hardcore. Et je pense que, ouais, voilà, c'est ça. Après, t'as la rééducation, un truc comme ça, donc ça Ouais, dure c'est des ça. mois. Exact, ouais. Et toi, du coup, c'est un choix que t'as fait. Pas pour l'instant, en tout cas. Ben, c'est dans ma tête, donc je vais le faire prochainement. Pas tout de suite, parce que je veux atteindre mes objectifs. Mais en vrai, ça me gêne dans la vie de tous les jours. Moi, j'aime bien, bon, je suis pas un grand boxeur, mais j'aime bien faire du sac, ça me détend, ça me fait faire mon cardio, parce que des fois, je fais un peu le fainéant, j'ai pas envie de forcément aller courir ou faire autre chose. J'aime bien courir aussi. Et tu as vu, c'est des trucs que je fais plus maintenant, parce que je sais que je vais avoir mal le lendemain. Tu vois, donc j'aimerais bien
passer l'étape où, même ne serait-ce que, même si ça me limite sur le squat, parce qu'il m'a dit que ça risque de te limiter sur le squat, il m'a dit que la prothèse, c'est pas comme l'os. L'os, tu peux l'amener jusqu'à rompre. Hmm. Il va pas te donner de signaux. Il m'a dit, par contre, la prothèse te donne un signal. En mode, vraiment, quand tu forces dessus, tu vas sentir qu'il faut que tu arrêtes, tu vois. Donc, du coup, il m'a dit, je sais pas à quel niveau ça va te le faire. Donc, je sais pas, moi, par exemple, peut-être que je vais pouvoir squatter jusqu'à 240. Et puis après, par contre, je vais sentir que la prothèse me dit, stop, pas plus. Tu vois. Donc, je serais possiblement limité. Mais moi, je lui ai dit, moi, je m'en fous de re-squat 240 ou 250 ou 270. Je vais reprendre le squat, c'est sûr, parce que justement, c'est un truc qui va me permettre de reprendre sans avoir de gêne le lendemain, le surlendemain ou autre, ou de risque d'inflammation. Mais par contre, pour la performance en soi, c'est juste pour être bien, avoir des bonnes jambes, me sentir solide. C'est la base, hein, t'as vu. Je me demande comment j'ai fait pour prendre autant de temps pour commencer à faire les jambes. Maintenant, je prends du plaisir à le faire. C'est vrai qu'au début, c'était plus compliqué. Mais c'est les fondations, c'est ça qui te permet de te déplacer, c'est important. Ouais. Tu t'es renseigné auprès de ce médecin-là? Est-ce qu'il a déjà opéré des athlètes de haut niveau qui squattent autant que toi Non. ou... Ah, Non, ça aurait été non. une première pour lui. Ben là, pour le coup, comme je t'ai dit, moi, je lui ai vraiment dit que moi, ça m'intéressait plus. Je m'en Ok. fous. C'est une option. Si j'arrive à le faire, tant mieux. Mais si j'y arrive pas, je m'en fous. Donc, ce que je vais refaire, moi, c'est que après, quand j'aurai la possibilité de reprendre le squat, je vais commencer très bas, comme je t'ai dit, progressivité. J'ai arrêté pendant longtemps. Je vais pas recommencer comme si j'avais jamais arrêté. Je commençais bas. Je vais faire. Je vais voir justement comment mon corps gère avec la prothèse. Si j'arrive à monter, je monte. Sinon, je m'entretiens les jambes. Ok. Mais je m'en fous de re-squatter lourd, là c'est bon, j'ai 35 ans, vas-y. Moi, je me suis toujours dit, c'est un de mes objectifs de vie, c'est de prouver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se limitent et qui pensent que quand tu vieillis, tu peux plus rien faire. Mais moi, je suis persuadé que à 50 ans, je vais faire des dingueries, les gens vont péter leur tête, tu vois. Mais pour ça, il faut que Dieu me donne la santé, plus important, mais c'est surtout que derrière ça, il faut faire les choses. Les gens, ils se disent, ouais, mais 40 ans, après, tu prends un coup. Bah ouais, mais si tu manges n'importe quoi, si tu fais pas de sport, si tu es toujours assis, tu es un sédentaire terminé, si tu es stressé, plein de choses, bah forcément, oui, tu prends un coup, tu prends de l'âge beaucoup plus rapidement. Mais on est loin d'être périmé à 40 ans, même à 50 ans, etc. Loin de là. Du coup, on a parlé des blessures. Là, je voulais parler aussi des... Tu vois, on le sait, vos charges, ce que vous portez, c'est surhumain. Ça, on est d'accord. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a Pas des... surhumain. Quand même... Ah oui, ça reste humain dans tous les cas, Bah, tu vois. parce que moi, vraiment, je tiens à préciser le Vas-y, truc dis-moi. que moi, je me dope pas. Je suis naturel, j'ai juste travaillé, j'avais des prédispositions, donc j'ai toujours été assez fort. Je t'ai dit, première année de musculation, j'ai réussi à faire des belles choses quand même et j'étais à l'aise. C'est un domaine qui m'a toujours plu et ouvert les bras, entre guillemets, parce que tu prends du plaisir quand tu évolues dans quelque chose. Quand tu stagnes souvent ou alors que tu n'arrives pas, tu vas dire ouais, j'aime pas ça. Mais quand t'aimes quelqu'un, quand tu tombes dans un truc et que tu te débrouilles super bien, tu as juste envie de continuer, tu vois. Donc pour moi, vraiment, il faut comprendre que justement, on est en train de voir jusqu'où on peut aller possiblement dans notre discipline qui est nouvelle. Les records, comme tu l'as dit, tous les ans, ils sont battus. Donc c'est pas surhumain, c'est faisable. Après, c'est pas faisable par n'importe qui, c'est logique, tu vois. Mais pour l'instant, moi, je pense que c'est quand même un sport qui reste assez propre, entre guillemets, même si bien sûr, malheureusement, il y a toujours des tricheurs. T'as vu, même nous en France, là, il y en a un qu'on est tous persuadés qui triche, mais tu veux lui dire quoi? Il y a pas de contrôle antidopage, ou alors ils sont vraiment très limites, et en plus de ça, maintenant, les gens, ils les contournent. T'as vu, c'est bien beau de dire on m'a contrôlé, même moi, t'as vu, j'aimerais bien pouvoir prouver aux gens, je pense que ça me donnerait beaucoup plus de légitimité de pouvoir dire que, bah, regardez, moi, c'est par mon travail, par mes connaissances, par le fait que je m'entraîne bien, etc., que j'ai obtenu ce niveau. Mais la majorité des gens, ils disent, bah, vas-y, triche, tu vois. Donc forcément, ça a un impact sur toute ma vie, sur le fait de mes programmes, sur le fait de mes coachings, parce qu'il y a des gens qui se disent, bah, vas-y, ce qu'il fait, c'est même pas inatteignable, pourquoi je vais aller m'inspirer de lui, alors qu'il triche, tu vois. Alors qu'en vrai de vrai, moi, c'est mon travail, il n'y a rien d'autre, tu vois. Donc, C'est dingue parce que t'as pré-shot ma question. C'était justement ça. Est-ce qu'il y a des contrôles antidopage dans vos ils en ont compétitions? mis Ok. maintenant, ouais. Malheureusement, j'ai même pas pu participer à la compétition de 2024 où il y avait les premiers, mais ils contrôlent que les premiers. Je crois qu'ils contrôlent que le podium, mais ça coûte super cher les contrôles Ah, c'est antidopage. pour ça. Ouais, ça coûte trop cher. Mais du coup, j'en avais parlé justement au directeur, parce que c'est mon ami, tu vois, le président de la FNSL, de la Fédération Française Nationale de Streetlifting, c'est mon ami, Maxime. Donc je lui ai dit, parce que j'ai fait le... Comment ça s'appelle? Enfin, j'ai un pote à moi qui était
À la compétition que Fitness Park, ils organisent, là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, Heroes. Ok. Donc j'avais des amis qui participaient, un pote il avait été qualifié pour la finale à Châtelet, du coup on est parti, et j'ai vu que justement il s'est fait contrôler, parce qu'il est arrivé troisième, il s'est fait contrôler. Donc en fait il y a un truc en France qui contrôle dans les gros événements, directement, sans frais, sans rien, et juste c'est ça leur taf, ils viennent, ils se présentent, ils disent quoi, bon alors on sait qu'il y a un événement, on va contrôler telle personne, vous venez avec nous, et tu es obligé de les suivre. Oh, Tu vas avec eux, ils te font ton contrôle antidopage. Donc en plus, à cette compétition, ils ont attrapé un mec. Le premier, il avait triché, il était dopé. Ils en ont pas parlé, mais il était dopé. Du coup, lui, bah, ça a remonté tout le monde au classement. Mon pote, finalement, il était deuxième. Et puis, voilà. Mais donc ça marche quand même. Ça marche quand la personne ne s'attend pas à se faire doper, à se faire testé. à se faire tester. Parce qu'en vrai, c'est une compétition de fitness park. Je ne pense pas qu'ils vont venir débouler en mode contrôle antidopage. Mm. Mais malheureusement, les gens, ils sont malins. Soit ils arrêtent à temps, soit ils ont des trucs qui ne sont pas détectables ou autres. Donc, vas-y, il y a toujours un peu de retard sur ça. Et puis, Moi, malheureusement. Mais il y en a. Mais ok. de plus en plus. Et du coup, comme je t'ai dit, j'ai dit à mon pote, bah, essaye de faire un dossier auprès de cet organisme pour pouvoir possiblement avoir des contrôles dans nos compétitions. Donc, c'est comme tout, ça va se développer au fur et à mesure et forcément, il y en aura. Il y en a pour la force athlétique, donc le powerlifting, donc il y en aura forcément pour nous quand ça va vraiment se développer. Et c'est important pour que le sport il soit le plus propre possible, même si, comme je t'ai dit, pour moi... Et je te mens pas, je sais comment ça fonctionne, puisque j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont en équipe de France en force athlétique, et moi, j'aurais pas accepté. Ce genre de test? C'est trop contraignant. Non, je suis d'accord de me faire tester, Ok. c'est normal. Mhm. Mais par contre, les contraintes qu'ils te donnent pour pouvoir participer aux compétitions et être suivi pour que les tests puissent avoir un impact, donc c'est du inopiné. Ils viennent chez toi à 6 heures du matin, etc. Mais c'est pas ça. Ça, à la rigueur, tu viens chez moi à 6 heures du matin, je suis là, je me réveille, tu me fais ton contrôle et tu tailles. Je m'en fous. Mais il faut que tu dises tout le temps où tu es. Tu as une application. Quand tu pars en voyage, il faut prévenir. Il faut toujours qu'il y ait un lieu où ils peuvent te contrôler. Frérot, c'est une cage, ça. C'est un bracelet électronique, ça? Bah, gros, on est d'accord, Ouais. je suis pas fou. Ouah, mais je connaissais pas! Bah, dis-toi que il y a un très gros club à Villepinte, juste là, Luskov. Du coup, un club dans lequel je faisais partie, où il y avait mon coach, etc. Et il y a des gros athlètes qui participent au championnat du monde, etc. Et c'est ça leur vie. Bon, c'est un truc de fou. Et c'est quoi? Moi, C'est je peux quelques pas, mois moi. avant ou c'est tout le temps? Tu dois toute l'année dire où tu es. Ouais, c'est un bracelet Après, eux, électronique, c'est un pire. choix. Ouais, c'est un choix. Ils ont décidé d'être athlètes professionnels, entre guillemets. J'espère que pour eux, ça leur permet de gagner leur vie, qu'ils ont des financements qui leur donnent des sous, parce que frérot, comme tu as dit, c'est une prison. Moi, je peux pas, moi. Hmm. Je l'aurais fait peut-être un an symboliquement pour essayer de quand même participer, mais après, je leur aurais dit, mais vous êtes des malades. Moi, je remplis... Déjà, je suis un tête en l'air, j'aime pas la paperasse. J'ouvre pas mes courriers, ça me saoule, vas-y. Alors, t'imagines, tous les jours, je dois mettre dans... Il faut pas que j'oublie en plus, parce que une fois, no show, ils appellent ça. Donc, t'as pas prévenu, machin. Ils t'ont pas trouvé à l'endroit où tu devais être contrôlé, no show. Deuxième, no show. Troisième, suspendu, je sais pas combien de temps. Nos choses, c'est-à-dire? No show, ça veut dire qu'ils t'ont pas trouvé. Ok. Ça veut dire qu'ils t'ont pas fait le contrôle qu'ils devaient te faire. Hmm. Et au bout du troisième, t'es suspendu. Donc, ils te prennent comme si t'étais dopé et ils vont te donner une sanction. Donc, je sais pas, 2 ans de suspension. Tu fais pas de compète pendant 2 ans. Oh. Ouah, c'est trop strict. Et il y a des gens qui se font contrôler 4, 5, 6 fois dans le mois. Pas dans le mois, j'abuse, mais dans 3, 4 mois. Donc ça va vite, les no-shows, etc. Tu vois. Oh, incroyable. Et la personne qui était dopée dans la compétition à Fitness Park Châtelet, elle a Ouais. disparu des radars? Bah, moi, je sais qui c'est personnellement. Ok. Donc, normalement, il me semble que quand tu te fais attraper et que tu es coach, tu sautes. Donc, t'as vu, j'ai pas envie de lui faire de problème. Donc, truc. Non, on va pas Mais dire de non, on dit pas de non. il a eu 2, 3 petits soucis, mais il est en train d'essayer de se dépatouiller, donc ça va, tu vois. Tant Ok, mieux bon, pour lui, tu on vois. espère pour lui. Ouais. Mais après, c'est un mec, je pense, qui s'est dopé, mais de base, il comptait pas faire de compétition. C'était pour le physique, pour son truc, mais il s'est mis dans les compétitions. Mais c'est pour ça aussi, les gens qui réalisent pas que c'est déjà tu niques ta santé pour si peu en plus des trucs que tu peux avoir avec un peu de travail et de rigueur, mais sur les années, parce qu'effectivement, oui, ça fait gagner énormément de temps, ça te fait gagner des années et ça te fait perdre des années de vie aussi, tu vois. Mais par contre, frérot, après t'es condamné, t'es dopé à vie.
Tu peux pas venir et avoir... il y a les gens, il y en a un qui avait fait un bon truc, c'est un verre. Tu augmentes la taille de ton verre. Donc forcément, tu vas pouvoir le remplir plus, quoi qu'il arrive. Ah, c'est bon, ton verre, il est plus gros. Donc du coup, en fait, c'est continu, t'es dopé, frérot. Donc tu es capable, tu as changé ton corps, et maintenant, tu es capable de faire des trucs que tu n'aurais pas été forcément capable de faire avant. Après, sans parler de Donc quand quand tu t'arrêtes. viens, tu triches. Hmm. Moi, t'as vu, moi, ces mecs-là, je vais pas le dire à la caméra, mais en vrai de vrai, frérot, tu prends la place des gens qui charbonnent. Moi, j'ai déjà fait des compétitions contre des personnes dopées. Il y a des petits signaux qui te montrent que, par exemple, une gynécomastie, tu as vu, c'est une boule comme les femmes, hein, Mm. elles ont des... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Bref, ils ont une glande qui Ouais. se forme. Nous, les hommes, on l'a pas. T'as vu, sous le téton, ils ont une glande, elles. Ben, comme tu joues sur tes hormones, tu fais des oestrogènes, hormones féminins, c'est un peu aussi pareil, le sucre, ça a fait. Donc quand tu grossis, tu vois que les hommes obèses, ils ont commencé à en avoir. Ça s'appelle Exactement. une gynécomastie, ou alors il y a un truc, c'est pareil, mais c'est du gras. C'est pas une glande, c'est du gras. Donc il y a deux types différents. Mais quand quelqu'un il a ça et qu'il est sec comme pas possible, tu sais qu'il se dope. Tu vois, donc j'ai tombé sur des mecs comme ça en compétition, et on n'était pas loin d'eux. Moi, c'était une fierté, tu vois. Même sur certains mouvements, on était meilleurs qu'eux. Donc après, malheureusement, cette compétition-là que je parle, j'avais perdu. J'étais arrivé troisième, mais Baki l'avait battu, par exemple. Il l'avait Ah non, battu. je crois que... Non, il est arrivé deuxième ou il l'avait battu, je sais plus. Ok, c'est incroyable. Et ouais, bah, comme tu l'as dit, hein, de toute façon, ils se dopent. Bon, c'est pour le jour J, en tout cas. Ils rétrécissent leurs années de vie, ils la compactent. Mais quand ils arrêtent, sans te parler des dégâts mentaux, physiques, parce qu'ils n'ont plus le Ouais. même physique. Après, Il c'est n'y a aucun pareil. bénéfice. T'as vu, on a connu des gens qui fument plus que tout le monde et il a jamais rien eu. Ouais, c'est vrai. Mais frérot, c'est une exception. C'est-à-dire que les gens, ils vont se pareil, se baser. Moi, ils se comparent à moi. Il y a des gens qui se comparent à moi alors qu'ils ont une année de pratique. Frérot, non. Bah, c'est pareil. Il y a des gens qui vont se comparer. Mais moi, je connais un gars, il a fait ça toute sa vie, il a jamais rien eu. Mais frérot, ça se trouve, tu vas le faire 2 mois, tu vas être en PLS. Ça va tuer ta vie. C'est-à-dire que non, tu peux pas. Et prendre le risque de faire ça, alors que tu sais ce que ça peut faire. Tu sais qu'il y a des gens qui ont de la chance, tant mieux pour eux. Ils pensent ne rien avoir. Peut-être que c'est juste des trucs qui vont arriver plus tard ou alors des trucs cachés. Mais non, tu peux pas. Franchement, oh, jamais de la vie. Et en plus de ça, tu peux plus savoir ce que tu aurais pu faire naturellement. Ces gars-là, ils sont toujours dans le oui, mais de toute façon, j'aurais pu avec plus de temps. Non, tu peux pas savoir. T'as vu, moi, je pars du principe où je veux pouvoir, je suis bon dans ça, je veux voir jusqu'où je peux aller avec ce que Dieu m'a donné. Voilà. Je veux pas plus, je veux pas être surhumain comme tu as dit, ça ne m'intéresse pas, je veux juste être normal et voir jusqu'où je peux aller. Quand je pourrai plus, mon objectif, ce sera de pouvoir faire bien le plus longtemps possible. Comme je t'ai dit, pour moi, ce serait une finalité de dire à 60 ans, je sais pas, je fais encore une traction à 100 kilos, ce serait une dinguerie, tu vois. Donc, pourquoi pas, tu vois. Mais en tout cas, moi, le but, c'est vraiment de montrer que tu connais les trucs de ça. Ça, pour le coup, on me le dit encore plus. Tu vas voir, avec les années, tu auras mal aux genoux, avec les années, tu auras ça, tu auras ça. Mais c'est déjà prouvé que les gens qui font des sports de force vieillissent beaucoup mieux que les sédentaires qui ne font rien. Après, attention, il y a un équilibre. C'est-à-dire que nous, on est du côté extrême du sport. Tu peux être juste au milieu et très bien et vivre mieux que nous, possiblement. Mais quand tu fais rien et me dire à moi que c'est pas bon, que je vais avoir... Non. C'est les gens blessés qui me disent « Ouais, fais attention, tu vas te blesser. » Moi, je me blesse pas. Moi, je me blesse. Je fais plus que toi, oui, effectivement, et je me blesse pas. Et quand je t'ai dit, quand je mets des blessures, c'est un truc en 1 mois bouclé et je passe à autre chose. Donc oui, c'est une blessure pour moi, parce que ça m'a ralenti dans ma pratique, mais... Et du coup, il faut que j'adapte mon entraînement. Je ne peux plus foncer tête baissée. Mais par contre, ça ne m'a jamais empêché de m'entraîner. Jamais. L'œil, c'est le truc qui m'a le plus empêché. Sinon, c'est des trucs d'1 mois. Le plus long que j'ai eu là, c'était... j'ai eu une sciatique déjà. J'ai fait un soulevé de terre à 300. Mon dos, il a fait crack. Malheureusement, j'étais tombé en moto. J'étais tombé en GSX-R. Je me suis fait une petite entorse. Et c'était le lendemain, je devais faire 300 kilos au soulevé de terre. Et j'étais en forme, donc je pense que je l'aurais fait. D'accord. Et moi, je ne mets pas d'équipement, je ne mets pas de ceinture. Mais du coup, j'ai repoussé 2 semaines après. Tu connaissais l'ego, pareil. Au lieu de réfléchir et de me dire quoi, je me suis désentraîné. J'ai fait 2 semaines sans, je repars, je recrée un petit cycle. Et puis après, comme ça, je peux tirer les 300. Je me suis dit quoi, vas-y, ça va passer, c'est bon. Tu parles, crac. Du coup, c'était avant d'aller à Bali. Ça m'a... Même pas, non. Là, j'ai une double fracture vertèbre lombaire, mais c'est une fracture de fatigue.
Donc, en vrai, ça se consolide tout seul. J'avais un petit pincement, mais c'était léger. Donc, en fait, c'était pas catastrophique, tu vois. Ça m'a juste gêné pendant un mois. Après, plus rien. J'ai repris progressivement. Il y avait des douleurs au début. Parce qu'il faut savoir travailler avec la douleur. Mais il y a douleur et douleur. Mais du coup, j'ai mis une progressivité. Je me suis renforcé musculairement. J'ai fait mon renfort. Plus rien. J'ai plus mal au dos. Mm. Alors qu'un mec lambda qui ne sait pas traiter, qui ne fait pas de sport, ben, il se traînerait une douleur de dos depuis... Moi, j'ai plus rien, j'ai pas mal au dos. Bah oui. Et pareil pour d'autres trucs, et à chaque fois, nous, on règle les problèmes parce que c'est le sport, c'est ça. Ça règle les choses par le sport. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce qu'en vrai, il y a des personnes qui sont sédentaires, comme tu dis, ils vont juste se baisser, ramasser une caisse, hop, Tu ils peux vont te se faire bloquer mal le au dos. dos Tu vois. de n'importe quelle façon, Ah ouais, tu surtout quand musculairement, tu es faible. Je t'ai dit, le muscle, ça protège l'articulation, organe. Donc, même, ils aiment bien te dire, qui te protège des balles. Les muscles, ils protègent des balles, frère. Ça te traverse quand même. Ouais. Mais c'est toujours mieux que d'être un gringalet. Et là, la balle, elle va te traverser, elle va tout casser. Et il y a eu des exemples de Ouais. mecs, leur masse musculaire a fait que, effectivement, ils ont eu moins de séquelles en tombant en moto, moins de trucs. C'est à ça que ça sert. J'ai entendu des histoires de coups de couteau, par exemple. Vu qu'il avait une épaisseur de muscle, ça l'a sauvé, tu vois. Donc oui, effectivement, ça ne protège pas des balles. On est tous d'accord. Et puis arrêtez de faire comme si vous marchiez tous avec des Glocks. Ça n'existe pas. Ils n'ont non jamais plus. tiré de leur vie. Voilà, frérot. Parce que pour le coup, moi, j'aime bien les armes à feu. Bon, Ok. on a vu Pump and Ball, mais j'aime bien les armes à feu. Je joue au stand de tir de temps en temps. Je fais un peu de balle trap de temps en temps quand il fait beau, etc. Mais ça reste un truc lambda. On est dans le 93. Si tu veux une arme à feu, tu vas la trouver. Ouais, c'est clair, c'est clair. Là, je vais te poser une question un peu hors contexte, tu vois, mais elle est par rapport à ton physique, toi, comment t'es, il te manque un œil, tout ça. On t'a jamais proposé, je sais pas, moi, par exemple, un contrat pour aller faire du catch. Genre, imagine, on te propose un contrat pour aller à la WWE, t'acceptes ou pas? Bah bien sûr, il y a de l'argent. Mais pour faire quoi? Parce que c'est bien d'avoir C'est toujours la même chose. C'est bien d'avoir l'image, le truc. Mais si tu as l'image de faire un rôle au cinéma, on dit mais c'est lui, le prochain Blade, c'est lui. Vas-y, ok, ben ouais, mais je suis pas un acteur, je sais pas jouer. On t'a déjà Il proposé? me demande, non, je te dis un exemple, Ok. mais j'aurais bien aimé. Mais on me propose et je suis là, je suis incapable de retenir le texte. J'arrive pas à parler là où tu me Ça se demandes. travaille, je sais ça. pas. Ça se travaille, frérot. Non, quoi, toi comme t'es, ça se travaille pas. Ou, génétiquement, il y en a, ils vont jamais l'atteindre, tu vois. Mais travailler son éloquence, des trucs comme ça, travailler des textes, tout le monde peut le faire. En tout cas, là, s'il y a des réalisateurs qui regardent, il est intéressé, là. Bah, frérot, c'est un travail, c'est bien payé. On prend. Ça peut que être positif, tu vois. Mais pour le coup, tout le monde peut avoir un physique comme moi. Mais peut Non, pas je suis avoir. pas Attends, d'accord. j'ai pas fini. Ok, peut pas vas-y. avoir mon physique. Ok. Peut avoir un physique comme moi. Moi, j'ai le physique d'un mec qui s'entraîne depuis 15 ans, qui a jamais lâché. Si toi, tu t'entraînes 15 ans et que tu lâches pas, et que tu mets une progressivité, tu essayes de progresser dans tes entraînements, tu vas finir avec un très beau physique. C'est impossible autrement. C'est tout. Il n'y a Ok. pas de... Arrêtez de faire les miskines. Oui, moi, j'ai pas de génétique. Arrêtez. J'ai vu des gringalets devenir bien, pas comme moi, bien, parce qu'ils ont été réguliers, les gars. Ça fait 3-4 ans qu'ils se butent. Oui, effectivement, moi, en un an, j'étais mieux que lui. Je peux le dire, oui, Oui. c'est une vérité, oui. Vous pouvez aller regarder sur mon Instagram, j'ai mis l'évolution physique. En un an, j'étais quand même mieux physiquement que certaines personnes qui... Mais j'ai des facilités, je prends vite du muscle. T'as vu? Et puis même, j'ai de la force. Donc forcément, t'as vu, nous, avec Baki, on dit souvent, le physique, c'est la résultante de ce que tu fais. Ce Ça que veut tu dire... t'infliges, ouais. Voilà, exactement. Ça veut dire que en soi, on ne peut pas avoir des physiques autres que ça au vu des performances qu'on fait. Ça va avec, tu vois. Bah, c'est tout le temps le même principe. Ça veut dire, fais en sorte d'avoir, d'être capable de faire des choses qui nécessitent ce physique. Et tu l'auras. Si tu crois que tu fais pas en sorte de gagner un minimum de force et que tu es là avec tes haltères de 12, tu mets 0 intensité dans tes entraînements et que tu n'augmentes pas cette intensité, parce qu'à la rigueur, travailler avec des charges basses, c'est ça qui est le problème, c'est que les gens diabolisent des charges parce qu'ils se disent c'est trop léger, c'est pas un truc. Non, si tu progresses, il faut progresser. Si tu mets léger et que tu augmentes de semaine en semaine, allez, c'est bon, c'est tout. Tu vas pas rester à ça, tu n'as pas besoin d'aller à l'échec. Moi, pour moi, aller à l'échec, c'est une bêtise. Ok. Tu mets une progressivité. C'est pas une bêtise en sens, tu peux le faire, mais tu vas arriver à l'échec si tu mets une progressivité, on est d'accord. Tu fais un 3x10 au biceps curl,
Tu commences à 8 kilos. C'est grave facile, t'es là, tu fais le mec en mode tu m'as dit 8 kilos, c'est trop facile, coach, mets plus. Je te mets 10. Ah, c'est un peu plus dur, mais tranquille, facile, 12. Plus dur, facile, 13, 14, 15, 16. Tu vas arriver à 16, tu vas arriver à l'échec sur 10, tu vas en faire 9. C'est bon, t'as l'échec. Mais t'as eu une progressivité. T'as pas fait toutes tes séances comme un bourrin à l'échec. Mais ton corps, tu l'habitues à rien et tu l'adaptes pas. Bah, merci en tout cas pour ces explications. Je le rappelle, Ludo Adamantium sur Insta, TikTok, Snap. Je mettrai tout en description. On va te suivre aussi là dans la compétition. Dimanche, tu vas poster sur les réseaux un peu? Moi, toujours. Hein, t'as vu, Toujours. moi, pour le coup, je suis quelqu'un, j'aime bien. Moi, les réseaux, c'est mon book. C'est-à-dire que dès que je m'entraîne, je mets en story. Dès que j'ai une performance qui me fait plaisir, je la poste. Donc, moi, je mets tout. Et dès que ce sera dispo, après, je mettrai. J'ai ma chaîne YouTube. Donc, normalement, il y a mon caméraman qui va filmer et je balancerai une petite vidéo sympa si Dieu veut. Ouais, je l'ai vu. J'ai vu ta chaîne YouTube. C'est quali, hein, c'est propre. C'est propre ce que tu proposes. Et tu t'es lancé récemment, je crois, non? Non, ça fait, comme je t'ai dit, j'étais avec Baki. On Ok. avait une chaîne YouTube en commun, Strain Vision. Ok. Du coup, on s'est séparés pour telle ou telle raison. Du coup, je lui ai laissé la chaîne. Donc, on avait une chaîne à peu près avec 15 000 abonnés. Donc, je lui ai laissé la chaîne. Et moi, j'avais déjà une chaîne que j'avais commencée. Et en fait, j'ai arrêté ma chaîne pour faire une chaîne en commun avec Baki. Du coup, j'avais déjà 5 000 abonnés, un truc comme ça sur ma chaîne à moi. Je l'ai repris et j'ai viré tout l'ancien contenu. Et puis là, j'ai un pote à moi qui voulait se lancer dans la vidéo. Je lui ai dit, t'as vu, moi je fais des vidéos de sport si tu veux. Il m'a dit check. Et du coup, ça m'a permis de level up un peu sur la qualité. Je suis content. Ouais, incroyable. La qualité, elle est propre, hein, j'ai vu. Ouais, franchement, il se dépouille, il fait de la colorimétrie et tout. Je suis refait. T'es refait. En plus, c'est un grand de mon quartier, donc c'est bénef. Incroyable. On rigole ensemble. On a un feeling, on s'entend bien, donc c'est carré. Et puis moi, je vous dis merci à vous de nous avoir regardés ou écoutés. Pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et puis moi, je vous dis à samedi prochain. T'en as pensé quoi? Carré. Oh, lourd. Carré? J'ai T'as beaucoup soif parlé. là? Mais lourd, lourd. Ouais, on a fait 1h20, 1h30, un truc comme ça.